Je sais pas quoi. Ok. Bon, je sais pas si on va avoir grand monde de toute façon. Il y en a peut-être qui regarderont le replay après. Ok. Bon, on est un peu de travers là, mais c'est pas grave, ça va le faire. Allez, on va lancer ça et puis on va attaquer. Allez, nickel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de Jérémy Vétois, voilà, que vous connaissez depuis quelques temps maintenant si vous êtes passionné d'ultra trail. Ce trailer amateur que j'ai la chance de côtoyer au quotidien, de partager même certains entraînements ou certains délires trail, voilà. Je vais l'interviewer aujourd'hui euh, pour vous parler d'une nouvelle course qui se passe à La Réunion, qui s'appelle l'Ultra Terrestre, une course organisée par l'UTOI, l'Ultra Trail de l'océan Indien. Ça se passe à La Réunion, 224 km, on reste dans l'arrondi, hein, avec pas loin de 14 350 mètres de dénivelé positif. Jérémy, comment tu vas aujourd'hui? Eh ben écoute, ça va plutôt bien. Maintenant, on est samedi, donc 14 jours après la course. Ça va plutôt bien physiquement. J'ai fait 2 footings. On récupère gentiment parce qu'il y a encore des belles échéances, hein. Dans le monde de l'ultra trail, un mois de mai, on va dire qu'on est encore en début de saison. C'est ça. Commencer par l'ultra terrestre, c'est sacrément guerrier. Ça veut dire, on va en reparler, que bien entendu, il a fallu se préparer tout l'hiver. Je vois qu'on a les personnes qui se connectent, donc n'hésitez pas à laisser vos messages, bien entendu, soit pour enfin tout ce qui vous fera plaisir, éventuellement vos questions, et nous en profiterons, bien entendu, pour y répondre pendant ce live. Jérém, juste pour te présenter, c'est pas pour te dorer la pilule, mais j'aime bien que les... Ouais, tu sais que j'aime pas ça. Voilà, et surtout j'aime bien que les personnes sachent un petit peu dans le monde du trail amateur ce que tu as déjà fait. Tu as déjà fait 4 distances de 80 km, un en off pendant l'année Covid. Ça, c'était sur les distances du GRP. Hein. Ouais, le Tour des Lacs. Le Tour des Lacs. 80 km, ouais. Tu as participé à une LDHD, 13 tours. Ouais. 93 km et 3200 D+. Un drôle d'exercice. Ouais, moi je m'étais arrêté au bout de 10 tours, j'étais au bout de ma vie. GRP 120 en 2019, en 2021 ta première diag. Oui, tout à fait. GRP 120 en 2022. Oui, qu'on a fait ensemble. Ah oui, qu'on a fait ensemble d'ailleurs. La diag en 2022, parce que t'en avais pas assez, avec un magnifique top 120. Ça a été la grosse course là, avec très peu de coups de bambou, donc ouais, ça a fait un chrono de 35 heures, ouais. 35 heures, magnifique. Le Mute en 2023. Ouais, très belle course. À Madère. La petite diag, comme on dit, 115 km, bien rugueux. Super course. La Pika Pika, le monstre, hein, celle qui fait rêver tous ceux qui aiment les courses alpines en 2023. Et je peux le dire même dès maintenant, pourtant l'ultra terrestre a été extrêmement dur. Je pense que la Pika Pika, ça reste un petit cran au-dessus en termes de difficulté, mais on n'est pas sur la même chose. Ouais, c'est ça, on n'est pas sur les mêmes courses, mais si on aime les terrains arides, difficiles, engagés, qui demandent une très bonne connaissance de soi et une gestion du milieu montagnard, même si on reste charentais, la Pika Pika, voilà, c'est le monstre. Mais par contre, sur sélection, on en reparlera. L'Endurance Trail des Templiers en 2023 pour finir la saison. Beaucoup plus roulant. Voilà, à l'inverse. J'étais au bout de ma vie. J'accompagnais un copain, ça a été très compliqué. Mais grosse saison quand même. Mute début d'année, Pika et Endurance Trail. Ouais. Donc forcément ça pique. Ça a été la plus grosse saison. J'ai un petit peu plus temporisé en 2024 et encore un petit peu plus en 2025. D'autant plus que j'aimerais, si possible, durer encore pendant de nombreuses années. Il faut prendre soin de son petit corps aussi. C'est clair. La Transgrand en 2024. Ouais, le Trail Andorra 100 en 2024. Exactement. Une petite diag. Alors cette fois-ci, avec pour la troisième, on se dit, après ta diag de 2022, justement, bon voilà, j'ai presque accroché le top 100. Dans la tête, on se dit, pourquoi pas aller le chercher ce top 100. Exactement. On va dire que à
presque jusqu'à mi-course, j'étais dans les temps pour faire un meilleur temps encore qu'en 2022. Et puis patatras, petite blessure au mollet qui m'a amené pas très loin de l'abandon, mais bon, il a fallu trouver les ressources. Et voilà, tu les as exactement. trouvées. Parce que là, l'abandon, ça fait pas partie de mon jargon. Donc, Il y a Christelle qui vient de nous rejoindre. Bonjour Christelle. Salut Christelle. Et puis ouais, je vois qu'on a 7 connectés, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Une nouvelle fois, on y répondra grâce au live. Et puis le monstre cette année, Jérém, avec l'ultra terrestre. Avec pas loin de 224 km, 14 350 mètres de dénivelé positif. Ça va être l'objectif de cette vidéo. Ouais. Je vais vous parler aussi maintenant que vous en savez un petit peu plus sur Jérém, qui a monté justement cet ultra terrestre. Donc c'est tout simplement l'ultra trail de l'océan Indien. Dessous, il y a 2 sous-organisations, j'ai envie de dire ça, 2 organisateurs principaux, l'association culturelle et sportive de la Réunion et la société HP Events qui ont monté cet event. Leur leitmotiv, j'ai trouvé ça super, c'est le dépassement de soi, le respect, magnifique valeur, la solidarité bien entendu, proposer des parcours innovants et challengeants et bien entendu faire la promotion de la Réunion comme une terre de trail. Au-delà de la Diag, il y a aussi plein d'autres courses qui existent, plein d'autres challenges et bien entendu ils ont tenu eux à y participer. Ils ont une devise qui est une phrase tirée de Pierre de Coubertin, donc je vais vous la citer. Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. Voilà, Pierre de Coubertin. Ouais, j'adore. Je kiffe. Sur l'UTOI, par l'UTOI, l'Ultra Trail de l'océan Indien, il y a plusieurs distances qui vous seront proposées. L'ultra terrestre, la petite nouveauté cette année, 224, 14 000 mètres de dénivelé positif, voire un petit peu plus. Jérém va nous en parler en détail dans quelques instants. On salue Tom, voilà, qui est là, Tom Jean, l'organisateur du Royan Beach Trail, passionné de trail et d'ultra trail. Alban Comte aussi, qui est là, voilà, qui félicite bien entendu Jérém pour cet ultra terrestre. C'est gentil. Et puis Florence Vétoile, j'imagine que c'est de ta famille. Voilà, j'ai eu l'occasion de les rencontrer et c'est des personnes vraiment attachantes. Sandrine Desvergnes aussi. Alors ça, c'est les copains du Rock Trail qui organisent aussi le 24 heures VTT fin juin où, où on peut se relayer sur une boucle fermée, soit en équipe ou en solo. Et j'aurai l'occasion d'être speaker là-bas. Salut Sandrine et bonjour Florence, Alban, Tom et Christelle bien entendu. Je parlais des courses de l'océan Indien, l'ultra terrestre, l'ultra trail des géants, une alternative à la Diagonale des Fous, 175 km, 11 000 mètres de dénivelé positif. Je dirais même que la manifestation en elle-même s'appelle l'Ultra Trail des Géants. Ça a démarré l'année dernière. Donc c'était la course phare sur la première édition. Donc c'est notamment, je l'ai bien zioté l'année dernière, je l'ai suivi et le parcours reprend en partie, une petite partie au départ de Saint-Philippe, une vraie diagonale, le parcours originel en fait du Grand Raid de la Réunion. Donc ça m'intéressait fortement. Normalement, je devais m'inscrire sur l'Ultra Trail des Géants, sauf que au mois d'octobre, juste avant la Diagonale des Fous 2024 d'ailleurs, et une petite annonce pour dire coucou, au fait, on va faire un 224 km, donc quitte à prendre l'avion à faire 9500 km. Autant quand on aime, on compte pas. Autant faire le 224. Ça s'est passé comme ça. Ils font aussi la Speed Goat, 128 km et 8000 mètres. Très belle épreuve, la Speed Goat. La Méga Trail de l'Ouest, 82 km, 3250 mètres de dénivelé positif, qu'on peut faire en relais, tout comme l'Ultra Trail des Géants. C'est ça. Et pour terminer, ceux qui ont un petit peu moins faim, le Trail des Péterelles, 44 km et 2200 mètres de dénivelé positif.
Il y a Maud qui vient de nous rejoindre, Maud qui découvre le trail, qui commence à avoir une petite expérience, et Anto Meunier, voilà, qui fait partie aussi de la Team Trail 17, tout comme Maud. Qui courait ce qui, matin. Voilà, et qui courait ce matin, Anto, Orient. sur le SMI avec une belle performance, Ouais. 1h35 sur sa vie. Voilà. Et Maud qui s'est éclatée le week-end dernier après une année où elle a été blessée et qui a participé et qui est l'égérie de tous les photographes. C'est un beau petit couple, hein, Maud et Tom. Bah, Maud est nettement plus mignonne que Tom. Mais ça reste entre nous, bien entendu. On demande la parité, il en faut pour les gars et les filles. C'est ça. Jérém, on va rebondir tout de suite sur l'inscription. On sait que tout à l'heure, on parlait de la Pika Pika. La Pika Pika, il faut montrer patte blanche, un CV sportif, bien entendu. Ouais. Avoir la reconnaissance du père, qui est Nahu Passera, pour valider son inscription. On se dit sur l'ultra terrestre, attention, 224 bornes, plus de 14 000 mètres de dénivelé positif, des barrières horaires, on reviendra dessus, qui sont vraiment engagées. On doit pas inviter n'importe qui, et pourtant. Et pourtant, l'UTOI se veut, notamment sur l'Ultra Trail des Géants et donc l'Ultra Terrestre, se veut une bonne alternative au Grand Raid de la Réunion, donc notamment pour les déçus, non tirés au sort, etc. Au Grand Raid de la Réunion, donc eh bien, il n'est pas demandé de CD sportif, donc premier arrivé, premier servi. On peut s'inscrire sur l'Ultra Terrestre sans devoir indiquer son passif d'ultra trailer, etc. Pas de tirage au sort non plus. Pas de tirage au sort. Donc c'est pas la guerre comme pour aller sur la Diag. C'est pas la guerre comme pour aller sur la Diag, mais au vu de la qualité de l'organisation, de leur prise de conscience, des petits couacs qu'il y a pu avoir, etc., je pense que ça va être une très belle alternative et on en reparlera parce que les inscriptions risquent de devenir plus compliquées sur les années à venir. Et, ça va prendre de la hauteur. Ça va prendre de la hauteur, c'est certain. Donc je pense qu'il faudra très certainement qu'ils mettent vraiment en avant, s'ils veulent rester sur un non-CD sportif, pourquoi pas, pour s'ouvrir à tout le monde, mais vraiment mettre vraiment l'accent sur leur site internet, bien expliquer, attention dans quoi vous vous engagez, parce que faut dire ce qui est, là on prend, je le dirai tout à l'heure, notamment 6 monuments sur l'île de la Réunion, et ça rend la chose vraiment très compliquée. Et il faut pas s'engager comme ça juste parce que voilà, je veux faire le beau, je veux montrer à tout le monde que je sais faire. Faut avoir une bonne connaissance de soi, être très bien préparé. Ça arrive relativement tôt dans la saison, mais après à la Réunion, il y a 2 fenêtres de tir pour pouvoir éviter les cyclones. Voilà, éviter les cyclones, etc. C'est entre guillemets le mois de mai et le mois d'octobre. Le mois d'octobre étant déjà pris, ils ont pris le créneau du mois de mai tout simplement. Ok, donc on va revenir dessus effectivement, mais normalement, ça devrait parler à tout le monde, sauf que ça parle pas forcément à tout le monde. 224 et 14 000, ouais, pourquoi pas, j'ai déjà fait un ultra, je vais y aller. On reparlera de ça. La préparation du voyage, on va commencer à rentrer ton aventure, Jérém. Il faut prendre bien entendu un billet d'avion, trouver à se loger sur place, et puis surtout emmener la valise avec tout son équipement. Le billet d'avion, tu l'as pris quand toi ? Le billet d'avion, je l'ai. Alors comme je savais qu'il n'y avait pas de tirage au sort et autres, et en général je dégaine plutôt assez vite quand on peut s'inscrire, et que je savais que c'était que la 2e édition, j'ai pris mon billet d'avion dès le mois d'octobre, alors que les inscriptions démarraient, elles, le 18 novembre. D'accord. Donc le fait de prendre relativement en amont le billet d'avion, et en plus sur une fenêtre de tir donc, du mois de mai, qui n'est donc pas la fenêtre de tir du mois d'octobre du Grand Raid de la Réunion, ça m'a permis d'avoir un billet d'avion quand même nettement moins élevé qu'au mois d'octobre. Je peux le dire, hein, j'ai pris chez Corsair en classe économique, sans soute, parce que j'ai réussi à caser, après je connais aussi tout ça, j'ai réussi à tout caser dans une valise cabine. Ça sera peut-être pas le cas de tout le monde, attention, et pour 750 € aller-retour. Oui, donc ça reste relativement correct quand on se prévoit. Tout à fait. C'est correct. Le logement sur place, toujours chez tes amis de la Réunion ? Chez papy, mamie de cœur à la Réunion, que j'ai découvert il y a maintenant 3 ans. J'ai été locataire chez eux la première fois via un Airbnb, et depuis maintenant je dors chez eux, je me loge chez eux parce qu'ils veulent que je sois chez eux tout simplement. Ils habitent où ? Ils habitent
presque à côté de la Redoute, au D'accord. niveau de l'arrivée. Donc au niveau de l'arrivée. Donc à 5 minutes de l'aéroport, à 10 minutes de la Redoute, c'est plutôt... Moi, c'est ce que je fais en général sur tous mes ultras. Ouais. Je préfère avoir mon logement au niveau de l'arrivée. D'autant plus que Quand les t'es organisations, notamment l'UTOI, proposent très souvent, pour des courses comme ça, des bus, des cars qu'ils affrètent, que l'organisation affrète pour t'emmener partir, aux lignes voilà, de de départ. l'arrivée vers le départ. Donc après, il n'y a plus qu'à à revenir jusqu'à la maison en fait. Voilà. On en parlait, la valise, forcément, quand on se déplace comme ça sur... il y a la valise cabine, on peut avoir du supplément bagage. J'ai vu que tu avais réussi à tout saquer dans ta valise. Ouais. Bon, tout simplement parce que aussi, t'es pas resté longtemps sur place après. L'aventure ultra-terrestre a pris énormément de temps sur ton temps sur place. Bah en fait, je suis arrivé 5 jours avant. Je suis resté 2 jours après, et puis sur place, entre 2 jours et demi et 3 jours pendant la course, donc une grosse dizaine de jours là-bas. Après, j'ai pas besoin d'un milliard de vêtements. Hein. Donc tout est rentré. Tout est rentré, c'était au cordeau, c'était presque au millimètre près, mais au-delà de la place, il y a le poids aussi. Il y a le poids aussi, il faut faire attention, exactement. Donc, c'est combien une valise cabine? Une valise cabine chez Corsair, c'est 12 kg. 12 kg, d'accord. Donc j'ai réussi. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais un deuxième bagage à main. Donc tout ce qui était lourd, notamment mon alimentation, tout ce qui était informatique, la frontale, les batteries de rechange, etc. J'ai tout mis dans le bagage à main, qui lui n'est pas pesé. Et j'ai mis surtout les vêtements, une paire de chaussures. J'avais une paire de chaussures dans la valise et mon autre paire de chaussures pour la course. À mes pieds en fait, tout simplement, et puis essayer de mettre un maximum de choses, sa veste de course, etc. autour de soi. Et le bagage à main concrètement c'est quoi? Parce que moi je prends pas souvent l'avion. Le bagage à main, c'est faut que ça puisse rentrer dans la partie au-dessus, et que ça puisse être fermé. Donc il y a une dimension particulière. Il y a une dimension, c'est entre 40 et 50 cm de haut, 20-25 cm de profondeur, et en largeur, on est à peu près à la même chose, une quarantaine en largeur, donc c'est pas bien grand. Mais j'ai réussi à mettre ce qu'il fallait en termes de poids dans la valise cabine et ce qui était un petit peu plus lourd dans le bagage à main, donc tout ça réuni, j'ai réussi à optimiser pour gratter une 50aine d'euros, c'est-à-dire la valise en soute. Comme je me fais plusieurs ultra trails dans l'année, on essaye d'optimiser au maximum parce que ça a un certain coût, tout ça. Ok, super. En ce qui concerne la prépa physique, Jérém, on sait qu'on est des athlètes du plat pays. C'est une course sans bâton. Oui, interdit à La Réunion les courses avec bâton. Ça, je trouve ça génial. Enfin, moi, j'aimerais, tu vois, qu'il y en ait plein qui s'inspirent. Alors, pas que dans les îles, mais même chez nous en France. Après, je pense qu'il y a un gros business derrière et qu'il y en a qui doivent freiner. C'est ça. Après, ce qui fait qu'à La Réunion, il y a interdiction pure et simple des bâtons en compétition. Les randonneurs peuvent, mais en compétition, c'est que la sécurité, et puis la plupart des sites dans lesquels on passe sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc on rigole pas avec ça, il faut que ce soit préservé, et voilà, tout ça fait qu'au fur et à mesure, ça doit faire 2 ans maintenant que j'ai pas utilisé mes bâtons, ils sont en train de moisir dans un coin, mais après c'est pareil, on pourrait faire une vidéo presque spécifique aux bâtons, ça aide les bâtons. Mais il faut savoir s'en servir. Il faut savoir s'en servir. C'est une grosse débauche d'énergie. On peut utiliser 15 à 20% d'énergie supplémentaire avec des bâtons. Donc ok, ça peut aider, mais par contre, il faut compenser avec de l'alimentation. Et on sait bien que 80-90% des coureurs ont des problèmes d'alimentation sur les ultras. T'es pas concerné pour toi, mais pour la plupart des coureurs, il y a des problèmes d'alimentation et dépenser plus d'énergie à avoir des bâtons et ne pas pouvoir s'alimenter, en fait, c'est la double sentence. Donc, est-ce qu'il est opportun d'utiliser des bâtons? C'est pas forcément le cas. Un KV, je dis pas, on est sur 1 heure d'effort. Là, ça peut vraiment être bénéfique. Quoique, sur une montée comme Zegama, par exemple, qui a eu hier soir, Zegama, il faut mettre les mains les 3/4 du temps, les bâtons, ils vont plus t'embêter qu'autre chose. Donc, c'est... Ouais, on pourrait faire une vidéo que là-dessus. Ouais. J'aurais des choses à dire. Ça peut être une idée.
Donc spécificité, voilà, on a aussi Jérémy Org qui vient nous rejoindre. Et puis effectivement, le coup des bâtons à chaque fois, ça fait réagir avec Tom, avec Christelle, voilà, la team sans bâton. Dans le club, c'est un sujet, ça se taquine un peu, ça. mais ceux qui l'utilisent, il n'y a pas de souci. Exactement. Ça peut être bénéfique, surtout les premiers mois, les premières années, etc. Et puis après, au fur et à mesure, on peut commencer à les laisser. Et puis c'est une satisfaction aussi que de finir, Tout à fait. sans bâton, faire des perfs en plus, où on se dit, mais en fait, tout le monde autour de moi en a, moi j'en ai pas. C'est plutôt sympa. C'est une gestion, ouais, Voilà. effectivement. Et en tout cas, pour cette course-là, enfin pour les courses de l'UTOI, comme pour le Grand Raid, c'est interdit. Donc fin Comme de l'histoire. ça, c'est réglé. Fin de l'histoire. Donc, j'imagine qu'il a fallu que que tu fasses quelques sorties longues. Voilà, on va en parler. Tu as dû mettre en place peut-être du renforcement musculaire aussi. Moi, j'aime bien en mettre dans mes prépas. Tu vas m'en parler si tu as eu le temps de mettre ça. Est-ce que tu as maintenu aussi ton travail de vitesse? Les sorties longues d'abord. Sur quel principe t'es parti? Alors les sorties longues, en fait, moi c'est le dimanche. C'est la sortie. Salut Charlie. Sans bâton. Merci Jérém pour tes félicitations aussi, mon homonyme. Pour revenir sur la sortie longue, voilà, en fait moi ce que j'ai fait cet hiver, je suis plus revenu à des fondamentaux en fait, où je me suis dit cette année je fais 3 ultra trails, qui est déjà costaud pour la plupart des trailers. Donc l'ultra terrestre au mois de mai. J'en aurai une belle mi-août au Mont-Calm et une dernière fin novembre donc à Cape Town en Afrique du Sud, un autre trail de légende aussi, 160 km. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu réduire un petit peu le volume et reprendre un petit peu de vitesse. Donc cette année, j'ai moins axé sur le dénivelé pendant la partie hivernale. Les mardis, chose où je ne venais presque plus aux entraînements les mardis pour faire du dénivelé. Là, ce coup-ci, j'ai refait de la VMA tout simplement pour gonfler le moteur et me sentir mieux sur les sentiers quand il y a besoin de relancer, etc. T'as trouvé que ça t'a fait du bien ou pas? Ouais, sincèrement. Parce que moi, je suis sincèrement. Tu sais, quand au début, j'ai monté la Team Trail 17, j'ai commencé à proposer du fartlek et notamment de la piste. Alors, les trailers, ils me regardaient avec les gros yeux. Mais je dis, ça va de plus en plus vite maintenant sur les sentiers. Et il y a beaucoup de parties à courir. Surtout, plus tu deviens technique, plus tu cours partout, en fait. Même dans les descentes. Ouais. Et au final, si tu n'as pas une VMA relativement haute, tout est relatif, bien entendu. Bien sûr. Mais si tu gonfles pas ta VMA, tu vas te transformer en tracteur et tu n'avanceras plus. Exactement. L'année 2024, je n'ai fait quasiment aucune VMA de l'année. J'ai bien senti en fin d'année que quand j'avais besoin de relancer, etc., il en manquait. Alors tout est relatif, hein, attention. Ouais. Mais oui, toi tu sentais qu'il en manquait. Ouais, clairement. Donc VMA les mardis. Le jeudi, séance soit de fartlek. Donc quand je parle de VMA, en général, c'était plutôt du court pour bien faire monter le cœur. Ouais. Le jeudi, c'était plutôt du seuil, donc de la VMA longue, comme on dit, ou alors du dénivelé. Et entre toutes ces séances-là, soit du home trainer pour drainer un petit peu, soit carrément du repos. Il n'y a pas de souci. Le repos fait partie intégrante de l'entraînement et c'est important. Même au sein de la team, on le voit bien, beaucoup ne prennent vraiment pas assez de repos et on le sent déjà arrivé en mai, juin, ça commence un peu à revendre les dossards, à se blesser, etc. Donc ça c'est pareil, vaste sujet, on pourrait faire 3 heures dessus. Même si c'est pas une science exacte, pour les uns les autres, on récupère pas tous de la même manière, on n'a pas tous la même expérience, on n'a pas tous les mêmes objectifs, etc. Et puis bien sûr, donc moi j'ai pas la chance de faire le travail spécifique, notamment les séances du samedi. C'est pour ça qu'en partie je le fais le jeudi, donc un coup je suis avec la team, un coup tout seul pour me faire du dénivelé avec du travail spécifique de montée, de descente, etc. Et le dimanche, ma sortie longue. Souvent avec le club, des fois tout seul, ou alors je fais un petit peu tout seul au début, et après je rejoins le club derrière, où là, très souvent les dimanches, moi c'est des sorties de 3h30, 4h minimum jusqu'à 5h, où souvent on est à 30, 35, 40 km et 2000, 2500 mètres de dénivelé. Pas tous les dimanches bien sûr, parce qu'on s'épuise. Là, nous on n'est pas à la montagne, donc pour pouvoir faire du dénivelé, on est obligé de faire des montées-descentes. Donc on fait un travail... Dans une bosse de 50 mètres, dans une bosse de 50 mètres. Ou 35 quand on est... Et le fait de faire de l'excentrique
concentrique, excentrique, concentrique. Alors excentrique en descente, Ouais. concentrique en montée. En montagne, on est longtemps en excentrique, en concentrique, Concentrique. longtemps en excentrique. Là, le fait de devoir tout le temps alterner, on s'épuise beaucoup plus vite. Ouais, Donc, c'est il n'y a beaucoup pas plus besoin de faire 4000 mètres de dénivelé sur un dimanche. Même moi qui fais du 2000-2500, je ne le conseille pas forcément à tout le monde. C'est déjà très exigeant. J'ai 8 ans de recul derrière. Mon corps est habitué à l'exercice et puis j'ai aussi une capacité de récupération qui est peut-être un petit peu plus haut que Et la mental norme. Et mental aussi, ça c'est encore un autre sujet. On en parlera juste après, justement. Donc non, la sortie longue du dimanche est importante et il ne faut pas être en sur-régime. Est-ce que tu préconises, moi quand je fais les plans d'entraînement, Oui. je préconise toujours une progressivité dans ces sorties longues. Oui. C'est-à-dire au début on va faire plusieurs fois 1h30, 2h, 2h30, 3h, 3h30, voire 4, mais j'aime pas trop aller dans ces eaux-là, mais pourquoi pas sur des monstres comme tu as vécu. Et puis une nouvelle fois, c'est assez personnel. Est-ce que toi, tu pars de ça ou alors est-ce que dès le début de l'hiver, là, tu vas taper 3 heures, 4 heures parce que c'est ton quotidien quasiment? Ça dépend. Là, cette année, j'ai essayé de structurer un petit peu plus où effectivement, j'ai fait de la progressivité pour réhabituer le corps au fur et à mesure. Après avoir fait une longue pause, j'avais promis à ma femme, après la Diagonale des Fous, une grosse nouvelle année 2024, de vraiment couper complètement 40 jours. Ça m'a valu un mois de décembre assez compliqué avec des petites tendinites, etc. Ouais. Parce que le corps se déshabitue très très vite. Et se démuscle. Et se démuscle aussi. Mais bon, voilà, faut un petit peu serrer les dents, etc. Et après, j'ai tout à fait senti au mois de janvier-février que j'avais beaucoup plus de jus que l'année dernière à la même époque. Et puis, y retourner progressivement. Alors, c'est vrai que moi, comme je suis un amoureux du long, très long, j'ai tendance à revenir assez vite sur des sorties de 4-5 heures. Mais après, je réajuste la vitesse à ça. Donc, ça permet de faire 4-5 heures. Pas non plus très rapide, hein. Et puis aussi se réhabituer à l'alimentation, justement c'était un peu ma prochaine question, tester tout ce qui est alimentation, etc. Et même une sortie de 4-5 heures ne pourra pas te présager de ce qui se passera sur un ultra après 50-60 km et 12-15 heures, 20 heures d'ultra. On découvre un petit peu ses limites en pleine course. On ne peut pas en préparation d'un ultra faire soi-même un ultra avant. C'est ça. C'est pas viable sur le long terme. Il y en a qui le font, mais c'est pas judicieux. Mais des fois, il y en a qui disent pour préparer 220, il y en a plein qui disent moi je vais faire un 100 ou machin, et ça apporte beaucoup de fatigue. Il faut quand même très bien se connaître. C'est sûr. On a Kevin qui vient de nous rejoindre. Kevin, salut Kev, et n'hésitez pas, vous avez bien entendu toujours le live ici, donc n'hésitez pas à poser vos questions, on rebondira. On va tout de suite rentrer, Jérém, on a parlé renforcement musculaire. Oui. Alors renforcement musculaire, à la fois j'en fais et à la fois j'en fais pas. J'en faisais plus avant, j'en fais moins maintenant, notamment dû à, il y a maintenant presque 3 ans, une opération d'une hernie inguinale côté gauche. Tout ce qui va être travail abdominal est plus compliqué qu'avant pour moi. Donc du fait de mes sorties longues et de faire du travail spécifique en montée et en descente, en fait je fais pas mal de renforcement musculaire là-dessus, du myocross max aussi qui permet aussi de faire du renforcement musculaire, mais c'est très bien d'en faire en fait, ça permet de compenser nous notre plat pays comme on dit, et puis d'habituer tout simplement les muscles. Donc il n'y a pas besoin de faire des séances de renfo de 2-3 heures toutes les semaines. Ce qui est bien, c'est de pouvoir si possible caler ça tous les 2-3 jours, se faire 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes de manière régulière. Ça permet un petit peu de lisser l'effort, comme on dit, et d'habituer tout simplement son corps. Je suis adepte de ça. Est-ce que... Merci Kevin, enfin ça on le savait déjà, mais merci. Kev qui nous dit vous êtes beau. Merci mon Kev, toi tu boiras un coup ce soir pour la réunion du Royal Beach Trail. Sans transition, est-ce que tu crois aussi que le renforcement musculaire, moi je le prône, je dis ça vous permet de mieux vieillir, parce que c'est un sport qui est impactant quand même, faut pas se mentir. Et d'ailleurs, je préconise pas à tout le monde de s'envoyer 3 ultras comme Jérém le fait, il le fait par passion, mais
une nouvelle fois, est-ce que pour toi le renforcement musculaire, ça te permet de protéger les articulations? Alors là, je suis d'accord à 1000%. Moi qui me suis fait, je sais pas, 15 ou 20 entorses de la cheville, avec le renforcement musculaire, la proprioception, etc., que ce soit les genoux, le dos, les abdos, les chevilles, etc., plus il y a du muscle, plus tout est renforcé, plus ça te maintient dans l'axe, et ça permet justement de pouvoir, alléger, avaler les kilomètres et puis alléger tes tendons, tes articulations. Je pense qu'on vieillit mieux et puis on vit aussi sa course beaucoup moins difficilement. C'est essentiel le renforcement musculaire. Alors sur séance spécifique ou alors dans le cadre de sa pratique tout simplement. Ouais. Christelle, elle nous dit qu'elle souhaiterait le retour de la PPG à l'entraînement. Voilà, on a été obligé de faire des choix. Mais Christelle, le sujet est sur la table. Hein, donc on va voir ce qu'on peut mettre en place au sein de la Team Trail 17. Dernier petit axe en ce qui concerne la préparation. Et après, on va rentrer dans la course. Là, il y a très long à dire. Est-ce que tu fais de la prépa mentale? Alors, on en a parlé l'autre soir. Je n'ai pas l'impression de le faire. Salut Azam. Salut Azam, ouais. Du côté de Saintes, là-bas, les trailers saintais. Alors, pour revenir sur la préparation mentale, je n'ai pas l'impression d'en faire, pourtant j'en fais. Alors déjà, ma pratique de l'ultra trail, c'est une passion, c'est une philosophie de vie. C'est un peu ma bouteille d'oxygène. Je pense avoir trouvé le triangle d'or, comme on dit, entre la famille, la pratique sportive et le travail. Avoir trouvé à peu près un équilibre. L'ultra terrestre, on va en rediscuter, et j'ai eu des moments très difficiles, notamment dus à l'alimentation, mais jamais l'abandon ne m'est venu à l'esprit, etc., tellement je suis dans mon élément et que j'ai apprécié tous les instants. On va dire que déjà ma pratique se fait de manière passionnée, et puis à partir du moment où je clique sur le bouton pour m'inscrire, même si c'est 8 mois avant la course, je rentre presque déjà en préparation. Je commence à visualiser le parcours, le profil, mes profils de course que je fais. Tu penses pendant tes entraînements solo ce matin? Moi, je me suis fait quelques up and down à la plus belle vue. Clairement, oui. Et à un moment, d'ailleurs, on sera ensemble sur la Pic Ariège. Toi, tu es sur le challenge Montcalm, moi, je serai sur le 70 avec toi. Donc, on aura une course en commun. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de partager quelques kilomètres ensemble. J'y pensais, quoi. Je me dis j'essaye de me mentaliser un peu ce qui va se passer, et puis de me dire il va falloir que tu sois guerrier à tel endroit, à tel moment il faudra que tu sois relâché, tu vois un petit peu ce que tu vas faire. T'es pareil toi aussi à l'entraînement? Je me dis pas il va falloir que je fasse ceci, cela, mais en fait je le conceptualise, en fait. C'est à la fois concret, à la fois abstrait. Je suis dans le truc, et puis je me dis là je vais avoir 800 mètres de montée, là je vais essayer de le monter, je serai à telle partie dans la course, je vais essayer de le monter à 750 mètres heure. Oui, en ultra trail on parle plus en mètres heure et en durée que en tempo, en allure. On va pas se dire là je suis à 12 minutes du kilomètre, parce qu'on se dit mais c'est quoi cette allure de MERDE? On parle un petit peu différemment sur 5 km à remonter sur ultra, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal, c'est vrai. Et donc la prépa mentale, elle se fait un petit peu de manière naturelle, avec les profils de cours. Même quand je prépare ma valise, quand je me dis tiens là il va y avoir le bus, ça va être 3h30 avant la course, il faut pas que j'oublie dans mes sacs de délestage pour les bases vie que de mettre une barre ici, un gel ici. Là, je vais passer très certainement dans les cirques en pleine journée, dans ma fat, à 15h. Donc sur le sac de base vie de Silaos, il va falloir que je mette peut-être plus de la crème NOC, que je mette une flasque supplémentaire. Tout ça, c'est de la prépa mentale, en fait. Je me projette. Ok, très intéressant. Kevin, qu'est-ce qu'il dit? Juste une dernière question. Attends, bouge pas, j'affiche Kevin. Tout en sachant que ce qui fonctionne chez l'un ne fonctionne pas chez l'autre. Es-tu adapté à te créer? Es-tu adepte
à te créer volontairement une pré-fatigue avant d'attaquer 2 grosses semaines d'entraînement, tant sur le volume kilométrage que sur le D+. Est-ce que tu crées de la pré-fatigue avant tes 2 grosses semaines, généralement la semaine 2 et la semaine 3, ou la semaine 4 est un peu plus relâche? Alors on va dire qu'au niveau prépa, j'ai pas forcément le fameux première semaine, je fais ceci, deuxième, troisième, et après je déleste. Je le fais un peu plus au feeling. Comme maintenant j'ai plusieurs années de pratique derrière, je suis plus au feeling. De toute façon, comme ça monte en général crescendo, la pré-fatigue elle se fait de manière naturelle. Donc je me dis pas non, le jeudi je fais absolument une séance plus élevée que l'autre pour que quand je réembraye sur le week-end choc derrière, avant d'arriver en montagne, je vais avoir une pré-fatigue. Non, de toute façon mon week-end choc, je sais que lui va être plus élevé, voire beaucoup plus élevé que les week-ends précédents que je vais faire sur le secteur. Très souvent, moi, les week-end chocs, c'est plus en montagne. Là, je sais très bien que sur mon week-end choc, je vais me faire une sortie dès que j'arrive après déjà 5 heures de route, boum, je vais aller me faire presque un semi-marathon avec 1500 mètres de dénivelé. La pré-fatigue, je l'ai déjà rien qu'avec la route. Et le lendemain, hop, je vais avoir une sortie de 40-50 km dans des pierriers, quasiment tout seul. Par exemple, comme là où j'aime aller, sur les pourtours de Gavarnie, la pré-fatigue, on n'en a presque pas besoin parce que de toute façon, la sortie en elle-même va être très très compliquée. Donc comme tu dis, Kevin, de toute façon, c'est à adapter à chacun. C'est pas une science exacte. Après, moi, la pré-fatigue, elle arrive de manière automatique avec la montée en fait en volume. Puissance, Après, volume. c'est pareil, tu peux utiliser des chaussures un petit peu plus anciennes qui vont être moins molletonnées, etc. Donc, tu vas mettre plus tes muscles à contribution. Donc ça, c'est pareil, tu crées de la pré-fatigue. Des chaussures avec moins d'amorti. Voilà, exactement. Il y a tout plein de choses. Ça c'est pareil, la prépa, ouais, ça pourrait faire l'objet aussi. On pourrait en faire plein C'est ça. des podcasts, des lives. On va rentrer dans le vif du sujet, surtout continuer bien entendu à interagir avec nous. Je vais vous parler donc de l'ultra terrestre, 224 km, 14 350 mètres de dénivelé positif. En ce qui concerne la remise des dossards, vous avez 4 dates dans les 4 grandes villes différentes de l'île de la Réunion. Dont Saint-Pierre. C'était plutôt bien, ça permettait un petit peu aux personnes de pays, comme on dit, de l'île de pouvoir aller le samedi à tel endroit, relativement proche de chez eux, le vendredi à un autre endroit, le lundi et le mardi après à d'autres. Donc moi, comme je suis arrivé le dimanche matin, forcément j'avais plus que 2 dates, le lundi et le mardi. Donc j'ai voulu aller dès le lundi récupérer mon dossard et ça m'a permis d'aller un petit peu sur Saint-Pierre de la Réunion, donc c'était plutôt bien de pouvoir, je trouve que c'était une bonne innovation, plutôt pas mal de la part de l'organisation. Yes. Une barrière horaire forcément, 82 heures, ouais. Ça commence à faire sacrément costaud, 19 ravitaillements, 3 bases de vie, Elbourg, Sillaos, Altela. Exactement. Le parcours, un monstre. La traversée intégrale de l'île du sud, donc au départ de Saint-Philippe, jusqu'au nord, à l'arrivée mythique du stade de la Redoute. Des sites traversés, tout simplement tous les plus beaux sites quasiment de l'île de la Réunion. Franchement, ouais. Avec Caldeira du Piton de la Fournaise, Nez de Bœuf, Grand Bassin, Piton des Neiges, les 3 cirques, Salazie, Sillaos, Mafat. On a eu la chance de parcourir les 3 cirques. Le Taibit, le Maïdo avec le Piton des Orangers, la rivière des Galets et Dodane. Ouais, alors, ceux qui connaissent, ils peuvent se dire c'est quoi ce truc de fou. Ceux qui connaissent pas, c'est vrai que ça peut ne pas parler, mais pouvoir passer sur tous ces sites-là sur une seule course, c'est fou. C'est fou. C'est incroyable, et puis surtout, y en a qui arriveront pas dans toute une vie, quoi, quasiment, pour arriver à faire ça. Ou alors il faut des semaines de rando, quoi. Ouais, pour beaucoup, on va dire, tu fais ça sur une semaine. Ouais. C'est ça. Et même sur une semaine, faut pas s'endormir. Ouais. C'est vrai. Faut pas s'endormir. Pour la sécurité, il y avait une balise GPS. Balise obligatoire pour tout le monde. Donc on donnait un chèque de caution d'une valeur de 100 €, chèque ou espèce d'une valeur de 100 €. À la fin de la course, on redonne la balise et puis ils nous redonnent
notre chèque ou les espèces qui ont été Et puis données. bien entendu, l'organisation qui tenait bien entendu à avoir la propreté des sentiers, ça a été le cas sur toute la... Ouais, on est tombé sur 2-3 petites choses qui étaient tombées tout simplement des camelbacks, mais non, très propre. La plupart des trailers, notamment ultra trailers, donc souvent des passionnés, on rigole pas avec ça, et puis de toute façon c'est noté, comme pour la plupart des organisations dans le règlement, qui dit jet de déchets sur les sentiers, comme on dit pas vu pas pris, il y en a très peu qui le font, mais si c'est fait de manière intentionnelle, c'est hors... ça se voit vraiment rarement, honnêtement. C'est hors course. Souvent, immédiat. c'est on veut mettre un truc dans la poche, bon après ça s'envole ou voilà, parce qu'on est plus trop. J'ai ramassé deux gels que j'ai mis dans ma poche, c'est pas pour le poids que ça fait, et puis le ravito d'après je l'ai jeté. Enfin c'est d'une logique implacable. Très bel état d'esprit. On va parler du matériel obligatoire. Matériel obligatoire, le gobelet bien entendu. Oui. La lampe frontale. Avec torche, alors ou torche ils mettent avec pile et puis les batteries de rechange. Ouais, à l'ancienne la torche. C'est non mais c'est marrant, mais ça peut fonctionner. Final, Bah là on va dire que le matériel obligatoire était pas si large que ça. Il demandait une lampe frontale avec au moins une batterie de rechange. Et même pas une deuxième lampe Moi frontale. j'en avais une deuxième, alors toute petite qui pèse rien. Oui, c'est ça. J'ai la même. Voilà, ça hop comme ça pèse rien et on en a une quand même au cas où pour dépanner. Juste éclairer le bout des pieds. Même pour le portail quand tu veux rentrer chez toi. Et voilà, mais bon c'est histoire de dire qu'on en a une deuxième. J'avais une deuxième batterie avec ma frontale. Après j'ai la chance d'avoir j'ai mis le prix au départ d'avoir une très bonne frontale. J'ai fait les deux nuits. On peut la citer, hein. Tu cours avec laquelle ? La Petzl Nao RL, la dernière. J'avais la Nao Plus avant. La RL est encore plus légère et tient encore plus longtemps en batterie. J'ai fait les deux nuits complètes avec la même batterie. Ok. J'étais au minimum. Il y a 3 intensités différentes. J'étais à la première intensité et aux allures auxquelles on va sur des ultras aussi longs que ça suffit sans problème. Dans les descentes, peut-être tu remets un petit. J'ai pas eu besoin. J'aurais peut-être eu besoin à un moment quand c'était dantesque dans la descente du Maïdo où on était sous un orage. On va y revenir après. Mais je l'ai pas fait parce que l'allure était suffisamment lente pour pas avoir besoin. Et sur les 5 barres de batterie, il m'en restait encore une à la fin. Donc j'aurais presque pu faire 3-4 heures sur une 3e nuit. Mais j'ai essayé de finir avant la 3e nuit. Parce que ça s'est bien passé pour moi, j'ai pu mettre le temps à peu près que j'avais convenu, même si en y repensant, je pourrais même faire encore moins. Mais bon, ça c'est... La réserve d'eau, 1,5 litre. Ouais, 1,5 litre classique. Ouais, classique. Il faut ça sur 2-3 portions, il faut ça. J'imagine. Ouais. Le sifflet qui normalement est vendu attaché pour la plupart au sac d'hydratation. Le téléphone portable avec une capacité de chargement. J'ai réussi en me mettant hors ligne, en mode avion, en ne remettant la captation que aux bases vie, où je t'ai eu une fois au téléphone, ma femme aussi, et en prenant quelques photos et quelques vidéos, j'ai terminé au bout des 57 heures de course avec encore 39% de batterie. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a quelques endroits ça capte pas forcément très bien, donc le téléphone se met à chercher. Si tu laisses en permanence en mode avion, hors mode avion, captation permanente, il y a des chances que tu passes pas 2 jours. Hein. Donc, imaginons pour X raison, il y ait besoin d'appeler. C'est quand même bien de se mettre de temps en temps en mode avion, même si sur la balise, pour le coup, on avait un appel de détresse urgence. Donc, ça pouvait fonctionner comme ça aussi. Demande élastique adhésive, autrement de l'élasto. Hein, ça, je les avais, notamment du Coeban, notamment lié à ma dernière diagonale où j'ai eu mon problème de mollet. Et ça, d'ailleurs, je pense qu'on peut inviter les athlètes. Il y a plein de tutos sur YouTube. Il y en a une d'ailleurs sur ma chaîne où on vous apprend à vous faire un strap de la cheville. Si vous n'êtes pas des professionnels, c'est bien d'emmener vos bandes élasto. Le jour où vous vous faites mal, d'avoir quelqu'un soit qui peut poser le strap, donc avoir la connaissance du truc, ou vous dépannez à minimum pour vous bander la cheville, c'est plutôt quelque chose qu'on peut conseiller aussi. Se bander la cheville ou autre chose sans non plus trop contraindre. Non, mais juste pour rejoindre parce qu'on le sait, hein,
en ultra trail, il faut pas oublier de le dire, on est en semi-autonomie et l'hélitroyage, c'est vraiment si vous faites une double fracture de la jambe. Dernier recours. Voilà. Sinon, faudra descendre. Et des fois, le strap, ça permet, c'est bien de l'avoir dans le sac. Ouais, mais si on sait de s'en rejoindre servir, le ravito voilà. soit qui précède, revenir C'est si ça. on est plus proche du ravito précédent, soit aller jusqu'au prochain. C'est sûr. ça. Une réserve alimentaire, bien entendu. Oui. Bon, alors ça, rien de particulier. Je pourrais te dire ce que j'avais sur moi, mais il y en a qui prennent des gels, d'autres qui prennent des barres. C'est compliqué. Moi, j'avais du salé, du sucré. Et toujours mes fameux sticks de lait concentré qui prennent pas Alors de place. ça, ouais, c'est ton truc. Ça, même sur une petite séance de 2 heures, 2 heures et demie, j'en ai toujours un. Ça te sauve la vie. Quand tu commences à faire une hypoglycémie, clac, tu te mets Alors ça. moi, je suis bien ça dans les compotes, ouais. tu vois. Ouais. Et toi, les concentrés, ouais. Les concentrés, j'ai toujours aussi une petite compote derrière. Là, faut tester sur les entraînements et notamment sur les sorties longues. Faut tester ce qui nous convient, ce qui nous convient pas, pour savoir un petit peu quoi prendre. Là, c'est compliqué. Citer une marque, tel produit, c'est presque impossible. C'est comme on a souvent des questions sur les chaussures. Moi, je peux citer la marque. Je mets des Brooks Cascadia. Avec ces chaussures-là, je fais 200 km. J'ai pas une ampoule. Bon, sauf ce coup-ci, vu le temps qu'on a eu. Mais cette chaussure-là ne conviendra pas à une autre personne. Ouais, moi j'aime bien la nouvelle, je courais avec ça avant, et après j'ai trouvé que ça faisait un petit peu trop bateau, entre guillemets. Alors bien sûr les modèles ont évolué maintenant, il faudrait que je remette mon pied dedans. Maintenant là je suis sur du Salomon Genesis. Je trouve que ça m'apporte un petit peu de pied, par contre le pied est relativement étroit. Et moi ça m'ira pas, voilà. c'est attention. assuré au bout de 25 km pour moi. Salut mon Will, j'espère que tu vas bien. Salut. Je vous rappelle, vous pouvez interagir bien entendu avec ce live si vous en avez envie. On termine sur le matos obligatoire, la pièce d'identité, qu'il fallait avoir avec soi, la couverture de survie. Que je me suis servi pour la première fois de ma vie. Le vêtement de pluie avec capuche et couture thermosoudée. La veste 10 000 Schmerber, voilà. La fameuse veste. Par contre, chose étonnante, pas de pantalon de pluie. Non. C'est bizarre. Mais ça fait partie de. C'est intéressant justement d'en parler. Après, on est à La Réunion. Même si au Piton des Neiges, on peut avoir des températures négatives, la plupart du temps, on se retrouve quand même sur des températures, même en pleine nuit, où il fait encore 10, 12, 15 degrés. Je peux comprendre que à La Réunion, sur les courses de La Réunion, qu'il n'y ait pas forcément besoin de pantalons imperméables. Okay. Au Montcalm, c'est obligatoire. Sur plusieurs courses comme l'UTMB, ça l'est aussi. Je comprends plus qu'on le demande à ce niveau-là. Ça me choque pas qu'il n'y en ait pas pour pratiquer les courses à La Réunion. Voilà. Ok. Le vêtement chaud, type seconde peau. Ça, voilà. j'ai pas eu besoin de l'utiliser, mais j'en avais un en permanence dans le sac. Et ça, c'est essentiel de l'avoir, il faut absolument. Et ça peut sauver la vie. Ouais. On va rentrer dans le vif du sujet, mon Jérôme. Ça fait déjà 50 minutes et on n'a pas encore commencé. On va essayer de faire vite parce qu'on va vous perdre. Donc on va avancer. Et puis donc je le répète, maintenant ça y est, on y est, le jour de la course. Le départ de la navette, déjà dès le matin, ça commence. 2h du matin. On part avec un beau déficit de sommeil. Alors moi, j'ai pas eu besoin de rentrer dans la troisième nuit, mais en fait, la troisième nuit, on le fait presque avant la course. J'ai dû me coucher vers 21h30, endormi à 22h, réveil à 1h du matin, parce que le bus était à 2h. T'as réussi à dormir? Oui, ouais. on peut appeler ça dormir. Ouais, c'est ça. Après, je suis pas trop stressé. Non, mais même l'organisme se prépare. C'est normal. Voilà, on rentre dans la course, etc. Il y a un peu d'excitation et autres, donc on fait pas une vraie nuit complète. Je vais dire que sur les 3h30 où j'ai dormi, le sommeil profond, s'il a été d'une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est vraiment le maximum. Bus au niveau de la Redoute, donc à l'arrivée, à 2h du matin, pour arriver normalement à 3h30. Laisser les sacs de base vie, donc les 3 sacs au départ, les 3 sacs de base vie au départ, et après normalement 2h30 d'attente avant le départ. Bon, il s'avère que là en plus il y a eu un petit couac, on est parti un peu plus tard à 2h20. Le chauffeur s'est trompé, est allé trop loin. On s'est retrouvé dans un cul-de-sac, on a été obligé à 4 ou 5 personnes de l'aiguiller pour pouvoir lui faire demi-tour. Bon, résultat des courses, on est arrivé à 5h du matin, 1 heure avant le départ. Ils t'ont pas demandé de conduire le bus, quoi. Non. On aurait presque pu. S'il aurait fallu, je l'aurais fait, pour y être à 6h. Donc,
arriver 1 heure avant le départ pour prendre la balise, s'alimenter un tout petit peu, donner les 3 sacs base vie qui normalement devaient être donnés 2 heures avant le départ, forcément pour que les camions, les camionnettes puissent partir vers les différentes bases vie, qui étaient quand même à pas mal de kilomètres d'ici. Donc bon, tout ça fait que on n'a pas eu beaucoup d'attentes et il a fallu en très peu de temps se mettre dans la course. Bon, ça tombe bien, comme on a passé beaucoup de temps dans le bus, on a pu quand même se mettre un peu dans la course. Il y avait une pièce avant course pour vous mettre à l'abri ou... Pas du tout, on était plein air. On a eu de la chance, il s'est pas mis à pleuvoir, c'était nuageux mais il s'est pas mis à pleuvoir. Okay. La température était plutôt agréable. Oui, il y aurait eu des trompes d'eau, ça aurait mis dans l'ambiance encore plus tôt. Ouais. Bon, on a été mis dans l'ambiance assez rapidement, on va en parler là, juste après. Combien de personnes au départ? On était 340 inscrits et on est parti à 300. Petit comité, ça fait du bien. J'imagine. Organisation plutôt familiale. Ouais. Et on n'a pas eu besoin de se bousculer pour le départ, donc c'était cool. Ouais, moi, ça m'a fait du bien. Tu vas le découvrir aussi au Montcalm mi-août. C'est sympa, ouais. Un peu un genre de retour aux sources. Ouais. C'est ça. Le départ de la course, 3h30. Sur la musique de Vangelis, donc un air du TMB. Ouais. Je ne l'ai pas encore fait, mais bon, ça viendra, ça fera partie des courses à venir. D'accord, ils avaient choisi ça comme musique. Vangelis, bon, après, est-ce que du plagiat ou pas à voir. Bon, moi, ça m'a pas choqué. J'étais étonné de l'entendre, c'est étonnant. Plutôt sympa. Okay. Donc 6 heures précises, le départ de la course. 4 heures heure métropole, parce que à cette période-là, il y a 2 heures de décalage. Donc 6 heures du matin. On parle du départ, on va sauter tout de suite sur l'arrivée, on va dérouler ta course après, parce que tu nous as ramené quelques petits goodies. Oui, c'est vrai. Il y a le profil de Jérém, il nous en parlera tout à l'heure, comment il visualise, il y a 2 côtés, forcément, vous l'avez compris, avec tous les temps de passage, les différents des plus, des moins qui y sont. Donc ça, c'est son petit fil conducteur tout au long de la course. C'est ce que je fais sur toutes mes courses de plus de 50-60 km. Les ultras, en fait, 80 km et plus. Ça, c'est le dossard. Jérémy Vétois. Qui a un peu vécu. Avec Ultra Terrestre en bas. Et puis le reste, moi, j'y touche pas, c'est à toi. Allez, le t-shirt de finisher. Ouais. Alors, le polo, c'est pour la première fois, j'ai un polo qui est plutôt sympa. Très beau polo. Ouais. Sympa. Ultra Terrestre, alors c'est à l'envers pour vous, mais Ultra Terrestre. L'organisation UTOI, le petit logo qui va bien. Qu'est-ce qu'on a en bas? La réunion Terre de Trail, on en parlait tout à l'heure. Et puis derrière, le parcours qui est tracé ici, la date mai 2025, Réunion Island. Et puis bien entendu 1001 ultra terrestre, ce qui veut dire moi je suis un ultra terrestre. Exactement, c'est ça, tout à fait. C'est du créole donc. Ouais, c'est ça. Et puis après... Tu me connais, je suis pas forcément goodies et je fais pas les courses pour les médailles ou les... Il est beau. Mais il est beau et il faut aller le chercher. C'est ça. Donc ça, un peu ça comme mon caillou sur la Pika Pika. Ça a toute une valeur. C'est une valeur symbolique. Et puis la médaille qui est assez... elle est magnifique. Assez costaud, ouais. Tu peux l'approcher, peut-être Jérém, ou justement, je me permets de la toucher. Ou ça tourne comme ça. C'est la forme de la réunion en fait, et puis avec. Puis ce qui est top, c'est qu'elle est lourde. Il y a un bandeau qui est large. Ouais. Honnêtement, c'est pas du truc au rabais. Alors pareil, on a des inscriptions dessus avec moi l'a fait. Moi je l'ai fait. Voilà, moi je l'ai fait. Et puis le kilométrage, le dénivelé positif. Avec Ultra Trail de l'océan Indien, l'organisation, et puis pareil les mêmes choses sur le bandeau. Vraiment un cadeau magnifique. On a Manuela qui vient de nous rejoindre. Manuela, elle qui a fait le marathon des sables que j'ai eu en interview il y a quelques temps, qui est 2e fois finisher du marathon des sables. Trop fort, toi aussi Manuela. Et d'ailleurs Manu, j'ai posté notre interview qu'on avait fait ce matin même sur la chaîne. Si tu veux la revivre ou la partager à tes sponsors, ça pourra te permettre de repartir pour une 3e aventure, parce que je sais que c'est déjà dans le coin de ta tête. On enchaîne, mon Jérém. Ouais. Après ces magnifiques goodies qui vont donner envie à beaucoup, je suis sûr, d'aller chercher.
Tu pars du kilomètre 0 et là, bam, il faut monter à 2400 mètres, 2 kV et demi d'entrée de jeu. Ouais, d'entrée de jeu, on va dire que les 15 premiers kilomètres sont plutôt roulants. Les 4 premiers kilomètres, c'est du plat, histoire d'étendre le peloton. Je vais te dire que j'avais presque autant de personnes devant que derrière. J'ai fait un long compte rendu qu'on peut retrouver sur ma page Facebook, sur Strava, etc. où je raconte tout ça. Mon départ le plus lent de ma vie, à 5,50 du kilo. Ouais, mais l'aventure est monstrueuse. Et l'aventure est monstrueuse. Et je pense que j'ai pas eu tort de partir à cette J'aurais fait le même choix. Et je savais en plus que dans des portions bien pentues qu'on a eu à partir du 16e kilomètre, il allait falloir quand même avancer plutôt vite parce que la première barrière au 30e n'est que de 8 heures. Et on se retrouve au 8e, à 8 heures au 30e avec 2000... ouais, on a presque 3000 mètres de D+, déjà. De D+, pas loin. C'est assez costaud pour beaucoup. Là, j'avais très peur pour la plupart des trailers de ne pas passer cette barrière-là. Cette barrière était calculée vraiment très très serrée. Ouais. Ça a fait débat sur les réseaux. Ça a fait débat sur les réseaux. Et il y avait raison quand même. Parce que... Et vu les conditions qu'on a eues, après le premier ravitaillement, ils ont été obligés de les détendre parce que je pense que à partir du 30e kilomètre, on aurait fait une course à 70 personnes. Ouais, c'est ça. Ouais. Dès le départ, justement, t'en parles, les 4 km plats, ça commence à monter et là, on sort la veste. On prend alors la forêt de Marlongue, on n'a pas eu besoin, il faisait plutôt bon. Il avait beaucoup plu dans la nuit et puis la veille, donc des grosses flaques, etc. C'était assez marrant. On sautillait pour essayer de pas mettre les pieds dans l'eau, sauf que derrière, les pieds dans l'eau, on les a mis. Souvent, ouais. Donc on a rejoint le premier ravitaillement, pour moi en tout cas un petit 2 heures. Une montée, une route forestière, tout ce qu'il y a de plus simple. On a quand même pris près de 800 mètres, pas loin. On s'en rend pas trop compte, mais en étant bien préparé et puis j'étais plutôt frais, sincèrement je les ai pas sentis, les 800 mètres de dénivelé et les 15 km. Donc 2 heures, on se ravitaille, etc. J'ai bien mangé, peut-être un peu trop, parce que j'ai tendance à pas beaucoup manger sur les courses du fait souvent des problèmes gastriques. Là j'ai peut-être un peu trop mangé et puis après j'ai pris froid, on va en parler juste là. Donc là, on était au Camphrier. Les Camphriers, Basse-Vallée, les Camphriers, exactement. Petit ravitaillement rapide. Et là, derrière, on attaque vraiment le vif du sujet. On le voit sur le profil. On le voit sur le profil, ça démarre plutôt tranquille. Et après, bam, là, c'est vraiment... je l'ai là aussi, là, je sais pas si vous le voyez, hein. Les Camphriers, c'est ici. Et ensuite... non, pardon, le Camphrier, c'est là. Et après, il faut monter jusqu'à Foc, là, ils appellent ça. Bah là, on est à 690 mètres d'altitude. Il faut monter à 2004. Donc, en assez peu de kilomètres. Donc là, ça monte très fort. Et on a commencé tout doucement à avoir un petit peu d'eau, un petit peu plus d'eau. Et puis là, ça a commencé à dévaler vraiment. Il s'est mis à pleuvoir... au fur et à mesure, et on s'est retrouvé en fait à remonter des petites rivières, des petits cours d'eau. Tu nous as envoyé une vidéo ouais. À ce moment-là, c'était tout simplement impressionnant. Et encore, la vidéo que j'ai envoyée, elle était pas si impressionnante parce qu'on a eu bien plus fort. En fait, au fur et à mesure, ça devenait des petits torrents, et ça n'a pas arrêté jusqu'en haut en fait. Donc en fait on a fait les saumons, comme je disais avec un gars qui était avec moi, on a fait les saumons, on a remonté l'eau. Donc là les pieds déjà trempés au bout de... Et on passait des petits cours d'eau transversaux, donc qui en fait sont devenus des radiers, et donc on faisait avec l'organisation des petites lignes de vie, voire des chaînes entre les personnes pour pouvoir passer, parce que ça commençait à dévaler de plus en plus fort. Alors moi perso ça m'amuse. Je suis totalement dans mon élément en montagne, donc j'ai pas eu peur une seule fois ni quoi que ce soit. Je me suis plus dit, oulala, les pieds vont trinquer et il faut pas prendre froid. Mais je pensais plus à d'autres qui ont moins d'expérience et je me suis dit, mais là ça va être une cata. Il va y avoir une salve d'abandon. Je pensais à une grosse salve d'abandon à Elbourg, mais en fait il y a eu beaucoup d'abandon à Foc, donc au 30e kilomètre. C'est vrai que ça met pas en confiance et puis surtout c'est compliqué d'entamer une course comme ça. Le ton était donné. On souhaite la bienvenue à Florian Foucachon qui est maintenant
ultra cycliste, voilà, qui Ouais. nous fait des distances de dingue De fou. en vélo, en cyclo-sportive, avec tout le matériel avec lui. Bienvenue à toi, Flo. Et puis Mika Cotreau, voilà, habitué lui aussi des ultra trail, qui va préparer l'ultra Ariège. Alors il y a quelques nouveautés dans sa vie professionnelle, Ouais, et ça va devenir un petit peu il s'est mis compliqué. à son compte et ouais. Mais là il va faire c'est le GRP de 160 qui fait cette année. L'Ultra Ariège c'était Ah d'accord, l'Ultra Ariège, il est c'était l'année dernière. d'accord. Bon Mika, j'espère que tu vas trouver des solutions dans ton emploi du temps. En tout cas, bienvenue. On arrive à Foc Foc. Ouais, alors avant d'arriver à Foc Foc, on s'est retrouvé à faire pas mal de up and down, c'était très vallonné, on a Ouais. passé tous les pitons, On le voit un Berthe, petit peu. etc. Où là, on avait là, ça a été vraiment la partie la plus dure, où on avait un vent latéral, mais vraiment de fou, et des trompes d'eau. J'ai mis 2-3 photos aussi. Alors là, on passe toute la caldeira le long du piton de la Fournaise. Quand il y a des périodes quand le piton en fait est en activité, Ouais. c'est souvent là que les personnes se placent pour pouvoir voir les éjections de. Hop là, pardon. On a le J'essayais portable qui tombe. Attends. J'ai essayé de regarder s'il me Attends, restait de on la va batterie sur la remettre, GoPro. voilà, c'est bon. Quand on a Ah, je suis à moitié, ouais, t'es à moitié. faut qu'on s'affole. Quand on est le long de la caldeira, c'est souvent là que les personnes se postent pour pouvoir voir les éruptions. Et on voit toujours. Ouais, c'est tout. Pour voir les éruptions, sauf que là, c'était totalement bouché, on n'a rien vu. Et il fallait coûte que coûte rejoindre Parking Foc Foc pour cette première barrière horaire. Donc moi, ça s'est plutôt bien passé. J'y étais en 5h30. Je voulais pas être en retard. En même temps, est-ce que j'en ai un peu trop mis ou pas? Je sais pas. Je voulais pas prendre froid non plus. C'était un petit peu compliqué. Pas facile de gérer Ouais. ça. Ensuite, il fallait se diriger direction Python Textor. Exactement. Donc là, ça a été une autre succession de montées, descentes, etc. où il a fait un petit peu meilleur. Troisième ravitaillement. Troisième ravitaillement. Pas grand chose à dire là-dessus. Il fallait sur certaines portions pouvoir un petit peu réaccélérer. Toujours sous la flotte. Ouais, quand même. La première partie encore sous la flotte. Le soleil était levé. Ah oui, de toute façon, on est parti à 6h du matin. Ah oui. Le lever du soleil, c'était 6h30. Donc j'ai même pas mis la frontale la première demi-heure. Comme plusieurs avaient la frontale, je me suis servi un peu d'eux pour ne pas avoir besoin de mettre la frontale sur la toute première partie. Okay. Et c'est là qu'on peut se dire que c'est très bien d'avoir travaillé un peu la VMA, etc. L'hiver pour pouvoir justement relancer sur cette partie-là. Python Textor, ensuite ravitaillement. Oui. On repart direction Champ de Foire. Bourg-Murat, ouais, tout à fait. Donc première grande descente. Alors c'est pas une grande descente en fait, c'était une succession de petites descentes. On s'en rend pas trop compte, mais plutôt technique à plusieurs endroits. Donc il fallait réussir à envoyer un peu, mais pas trop fort non plus pour garder des cuisses, mais surtout pour pouvoir rejoindre le parking de l'horloge avant là le deuxième gros morceau, le deuxième monument, comme je disais, pour la descente puis sentier Mollaret de Grand Bassin. Ouais. Parking de l'horloge, on est au kilomètre 65 déjà. Parking de l'horloge, ouais, effectivement, on est au kilomètre 65 exactement. Tu te rappelles un peu ton temps de passage? Mon temps de passage au parking de l'horloge, j'en étais à... j'ai pas relu mon compte rendu forcément. 10 heures peut-être. Ouais, j'étais dans ces eaux-là, ouais, effectivement. Je trouvais que ça marchait fort. Ouais, quand je dis ça marchait, ça courait fort. Ça courait plutôt pas mal. J'étais bien physiquement. Là, j'ai retiré mes chaussures, mes chaussettes. J'ai pris quelques minutes pour enlever tous les petits gravillons que j'avais pris à cause des cours d'eau, etc. Éviter les ampoules. Voilà, pour éviter les ampoules. Et là, on avait une très grosse descente de 1000 mètres de dénivelé négatif pour descendre donc dans une faille qui s'appelle Grand Bassin. C'est ce qu'on voit sur le profil. Ouais. Alors je vais essayer de me repérer à l'envers. Elle est là, ici, toc. C'est cette faille que vous voyez ici, là, la descente et la remontée de l'autre côté. Tout simplement monstrueux sur le profil. Tu descendais donc du kilomètre 65 au kilomètre 70 pour remonter jusqu'au kilomètre 75. Voilà, exactement. Donc là, pour la remontée du sentier Mollaret, qui est une montée infâme, on prend entre 1002 et 1003 de dénivelé en 3 km 5.
C'est un très gros cavé en Ouais, fait. c'est de l'escalade. Ça peut être exposé soleil, même si là, au moment où je l'ai pris, on commençait à être dans la pénombre. 11 échelles. Là, on doit poser les mains. Clairement, les bâtons, ils t'emmerdent. Hein. Ils servent à rien du tout. Pour remonter, donc, direction Marabout. C'est équipé avec des échelles, c'est ça? Ouais, il y a des échelles, tout à fait. Ouais. Okay. Il y a plusieurs échelles. Et direction Marabout pour un ravito qui a franchement fait du bien. T'as un petit ravito à Mollaret? Alors en fait, oui, c'est le sentier Mollaret, mais le ravito en lui-même, c'est Marabout. D'accord, ok. Un ravito en fait qui est au même quasi au même endroit que la Diagonale des Fous. D'accord, ok. Ensuite, donc ce petit ravitaillement, tout se passe bien pour toi sur le ravitaillement après cette montée? Ouais, ça va. Je sais qu'on va avoir plusieurs portions où il va falloir courir, parce qu'on se rend pas compte sur le profil, mais en haut du sentier Mollaret ici, puis le ravito de Marabout jusqu'au prochain ravito, les Marsouins, Takamaka, toute la petite partie ici où il faut courir, on s'en rend pas compte, mais en fait ça c'est un semi-marathon. Ça fait 21 km. D'accord. Donc tu sais ce que c'est qu'un semi-marathon quand on y va à bonne allure. On peut se faire mal aux cannes et là en fait c'est tout petit, mais il faut se faire un marathon, essayer de relancer sans se faire trop mal non plus. Donc là c'est comme on dit, c'est à la fois des kilomètres gratuits et à la fois il faut pas se faire trop mal. Donc pareil, c'est de la gestion. Sachant que tu es déjà au kilomètre quasiment 90 à ce moment-là. À cet endroit, on est 86, 87. Ouais, là, à cet endroit, on a un petit grand raid des Pyrénées 80 Tour des Lacs, ça. Où on a clairement 5000 mètres de dénivelé avec 80 km, et ça, je l'ai fait en 12h45. Ça vous donne un peu les bases quand même. C'était peut-être un petit chouï rapide, mais bon. Mais j'étais plutôt bien, je vais pas dire le contraire. Non, t'étais bien, ça allait vite, je trouvais que ça allait très vite même. Il y a Marion qui vient de nous rejoindre aussi. Salut Marion. Salut Marion. Merci à toi. Qui nous dit bonjour et qui te félicite bien entendu. C'est gentil. T'arrives donc à Marsouin, oui. Et ensuite il faut que tu ailles à ta première base de vie. À Helbourg, qui est au 98e kilomètre, qui est donc la première base vie. Et là pareil, il y a une barrière horaire qui est à 26 heures. Pareil, barrière horaire serrée, c'est après que ça commence à se détendre. Donc je voulais si possible arriver dans les temps. Bon là ça va, j'avais à peu près 8 heures d'avance sur la barrière horaire. On peut dire qu'à ce moment-là, c'était gagné après pour la suite. Au niveau des barrières horaires, en tout cas. Ensuite, une fois qu'on est à Helbourg, donc première base de vie, oui. Quelle stratégie tu mets en place? 1 heure de ravitaillement. On peut se dire que c'est très long. Ça passe très vite. C'est très court. Je me suis intégralement changé vu qu'on avait passé 16 heures sous l'eau, les pieds, etc. dans l'eau. J'ai pas changé mes chaussures parce que j'étais vraiment très très bien dans mes Cascadia 16. C'est là où je suis vraiment le mieux. Changement intégral, surtout changer les chaussettes, renoquer les cuisses, sous les bras, les pieds également, etc. Bien manger. Alors non, justement, jusqu'à maintenant j'avais bien mangé. Là, je pense que j'ai pris froid sur les hauteurs, à Foc, Piton Textor, etc. Là, mon ventre et tout ce qu'il y avait sur le ravito commençait à plus me donner envie. Je commençais à avoir des nausées. Donc ça a été hyper compliqué de manger. J'ai même quasi rien mangé. Donc j'ai essayé de compenser en prenant de l'eau un peu sucrée, etc. Et en essayant aussi de ne pas oublier de prendre du sel. Parce que quand tu n'as plus de sel, même si tu prends du sucre, tu ne fixes plus rien, donc tu n'as plus d'énergie. Si tu remets plus de l'essence dans la voiture, tu n'avances plus tout simplement. Je vais répondre à Seb qui nous demande combien de temps pour préparer cette course. Alors tu verras, il y a un live, sur le live on en a parlé au début Seb, tu le retrouveras et puis il y aura aussi la vidéo YouTube qui va remonter sur ma chaîne, tu auras la réponse et aussi bien entendu on parle de finance parce que ça fait aussi partie du match. Ouais, préparation physique, c'est, je dirais, plusieurs années pour faire une course comme ça. On arrive au kilomètre 100. Ouais, donc là on est à Helbourg et après c'est parti pour la montée, énorme montée jusqu'au sommet du Piton des Neiges, donc le 3e monument, une montée de plus de 2000 mètres de dénivelé et ultra pentue avec par chance quand même
à 600 mètres du haut, le gîte de la caverne du Four, où là on avait un ravitaillement en liquide. Là ça a été très compliqué parce que toute cette montée là en fait j'avais rien dans le ventre, je n'ai pas pu manger, j'ai pas pu manger à Elbourg. C'est la bosse que vous voyez au sommet de la Mont grande Blanc. bosse du milieu là. Pas pu manger, donc dès que j'essayais d'absorber quelque chose, en fait, première fois de ma vie que ça m'arrivait, j'ai vomi tout simplement. Au début 3 fois rien, vu que j'avais déjà presque rien dans le ventre, puis après je vomissais du vide en fait tout simplement. Donc tu passes par le gîte. Passage par le gîte, donc très très long pour arriver jusque là. J'ai essayé de m'alimenter, de me mettre un petit peu de temps en temps à l'horizontale pour me poser, mais t'as du vent, il fait pas forcément chaud. Là t'es à 2500 mètres d'altitude, c'est compliqué. Donc je suis arrivé au gîte, je leur ai demandé s'il vous plaît, est-ce que je peux aller me coucher tout simplement. Donc normalement c'était pas un endroit qui était prévu pour, mais je leur ai peut-être fait un petit peu pitié. Ils m'ont dit on a une chambre qui est prévue pour nous dans le gîte. Prenez-la. Mais va dans la chambre, tu trouves un petit lit dans un coin et puis tu vas dormir. Donc là j'ai dormi 30 minutes. Entre le moment de me poser, de dormir et de repartir, il s'est passé 45 minutes environ. Donc je suis reparti 50 minutes après pour faire l'ascension, la partie sommitale du Piton des Neiges. Et on va dire que malgré le temps que j'ai mis en montant, je suis arrivé pile poil pour... ça m'a fait du bien. J'ai pu remonter quand même à un rythme un peu meilleur et arriver juste au lever du jour. Donc là c'était magnifique, c'était super. Au retour, tu repasses par le On gîte. passe par le gîte, donc là la descente c'est pas trop mal passé. J'ai essayé de remettre un peu de rythme, boum, rebelote, mon estomac voulait pas, donc je m'y mets le vomissement sans que rien ne sorte. Et puis là il fallait rejoindre le stade de Cilaos, donc on se rend pas compte, mais c'est une descente très 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 rugueuse, boueuse. Et là, ils nous ont pas fait descendre par le bloc, qui est déjà très pentu, ils nous ont fait descendre par la descente de Coteau-Kervegen, qui est franchement dangereuse quand il pleut, ou quand il vient de pleuvoir. Je la connaissais déjà, je l'avais fait sur ma Diag 2021, et des échelles, faut désescalader en fait. Donc faut descendre à bon rythme, mais en même temps suffisamment doucement pour ne pas se mettre en danger bien sûr. Et puis on commence à être un peu fatigué parce que là on vient juste de passer la mi-course. 120 km. Et on a déjà fait plus de 30 heures de course quoi. 120 km pour arriver jusqu'au stade de Cilaos qui est à mi-course. Ensuite tu repars pour aller jusqu'au pied du Taibit. Tout à fait, donc après le stade de Cilaos où j'ai pris également 1 heure, où je n'ai rien mangé hormis 2 cuillères de lentilles. C'est la seule chose qui est rentrée. J'ai vu que c'est resté dans le ventre. J'ai dit, j'insiste pas plus. C'est rien, mais en même temps, ces 2 cuillères de lentilles m'ont permis de monter le pied du Taibit pas si mal que ça. Donc, on a rejoint le Taibit par la route. On devait descendre normalement par un sentier et remonter, mais ce sentier-là passe la cascade Bras Rouge. Et là, ça envoyait un peu à torrent, vu qu'il avait beaucoup plu. Donc ils nous ont fait plus passer par la route. Alors ça peut être un bien, mais en même temps il commençait à faire très chaud. 2 degrés au sommet du Piton des Neiges et 3h30 après, une trentaine de degrés à Cilaos. Donc pareil, le corps, il comprend pas trop ce qui se passe. Et puis en prenant l'asphalte, en plus, tu as la réverbération de la route. Donc j'avais une flasque où j'essayais de prendre toutes les 5-10 minutes une petite gorgée de boisson isotonique, même si ça passait de moins en moins, et de l'autre côté une flasque d'eau claire, où en fait elle me servait qu'à m'asperger le coup. Les boissons, pour redescendre un peu en température. Ta boisson isotonique, c'était des pastilles que tu emmènes et que tu mets dans tes flasques. Pastilles de chez Decathlon, goût citron, qui font le job pour remettre un peu de sel minéraux, etc. Même si par la suite je l'ai abandonné pour passer à un peu de coca, orangina et surtout du sirop de menthe, sirop de grenadine. Tu arrives au pied du Taibit et il faut aller à Marla. Là aussi, tu as une belle piqûre. Là, le Taibit, c'est la porte d'entrée dans Mafat, le cirque de Mafat. Vas-y, je vérifie juste que j'ai assez de... À la diagonale des Fous, on est au 80e kilomètre. Ouais, on est au 80e kilomètre. Là, sur cette course-là, on est au 130e kilomètre. Taibit, 800 mètres de... On a nos femmes
qui arrivent, se sont promis, qui osent pas rentrer. Elles pensaient qu'on aurait terminé, c'est pas le cas. La montée du Tailbit, elle se passe en 2 temps. Les 300 premiers mètres, on arrive à la tisanerie des 3 Salazes, où là il y a la fameuse tisane ascenseur. C'est psychologique, hein. Elle aide pas à monter, mais hop, on prend une petite tisane et après il reste 500 mètres. Montée mythique de 800 mètres, moi je l'aime bien, elle est quand même beaucoup à l'ombre, avec des petits passages un peu de jungle, etc. Et elle se fait très bien. Donc redescente à Marla, où là, arrivé à Marla, pareil, j'ingurgite toujours rien. On en a combien d'heures de course là, là on en est à... Grosso modo. On commence à arriver à pas loin d'une... on n'est pas à 40 heures, ouais, on est à 36 heures à peu près dans ces eaux-là. 36 heures et on est au 135e kilomètre quand même. On en est... Ouais, c'est ça, au 135e. Et là, on fait une boucle que je ne connaissais pas. On n'a pas pu prendre le sentier scout ni le piton des lataniers et des orangers, vu que c'était encore interdit aux compétitions à cause du cyclone Garance, qui a eu 1 mois et demi avant. Là, on a pris la Nouvelle, qui est un peu la capitale de Mafat, la Plaine au Sable, les 3 Roches, pour rejoindre après le Roche Plate. Donc là, ça a été une portion plutôt sympa à faire. Il a fallu que je... Sur le dénivelé, ça pas l'air si dur. Ouais, mais on fait que des montées-descentes. Par contre, c'est blindé de petits up and down. Ouais, enfin, et pour rejoindre Roche Plate, c'est interminable. C'est hyper technique. Les chevilles partent un peu dans tous les sens. Ouais, donc là, la proprioception, faut qu'elle soit là. Surtout avec la fatigue. Surtout avec la fatigue. On rappelle, on approche les 40 heures de course. Exactement. Et puis je vois Seb qui pose la question, l'état des chaussures. Après autant de kilomètres, les Brooks Cascadia vieillissent quand même plutôt bien. Ouais. Là, j'avais encore beaucoup de crampons, etc. Et tant mieux parce que il en faut. J'ai fini ma course. Les chaussures sont pas mortes. J'ai quand même fait la diag au mois d'octobre avec. Là, elles ont à peu près 500 km. Elles commencent à avoir du vécu, mais je peux encore faire quelques kilomètres avec. Ça reste des sentiers de montagne volcanique, donc c'est hyper abrasif. Les chaussures prennent cher. Il y a beaucoup de chaussures qui au bout de 500 km peuvent être mortes. Je pense à des chaussures un peu comme des Hoka ou même des Salomon, où en général 500-600 km après c'est un peu compliqué. Ça dépend aussi de ta pose de pied, ton poids et un tas de choses, quoi. Des DJ, des platines que tu mixes aussi, Seb. Voilà, donc ça dépend de tout ça. On arrive à Roche Plate et il faut monter Piton des... le Maïdo. La Brèche, puis le Maïdo. Monter encore un nouveau kilomètre vertical, dont les 800 mètres du Maïdo qui sont énormes. Hein. Je commence à la connaître un petit peu, celle-ci. On va dire 5e monument de la course sur les 6. Je l'ai passé en pleine nuit, une fois de plus. C'est pas plus mal, parce que ça, quand c'est exposé plein soleil, c'est immonde. Un four. Ouais, c'est un four. Donc là, pareil, petit pas, comme j'avais rien dans le ventre... je prenais des pastilles de sel pour redonner des minéraux et après je mettais du sucre sous la langue. Donc j'avais des petits Starmint Haribo et plus tard j'ai eu des Dragibus qui m'ont permis de diffuser du sucre sans... Tu laissais fondre sous la langue. Voilà, parce que si tu mâches, tu fais travailler l'estomac et l'estomac veut pas du tout. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à me remettre un petit peu d'énergie pour pouvoir monter. Et puis je peux dire aussi un grand merci à ma tête parce que elle fait une énorme partie du job et ça, je suis bien content de l'avoir. Si on n'a pas de tête, c'est pas que le physique qui fera le job. Faut pas se mentir. C'est aussi un très gros travail mental et de menteur sur soi aussi parfois. Faut se mentir. Faut se mentir. Se dire qu'on est bien alors que c'est pas vrai. Donc on continue. L'arrivée au Maïdo en pleine nuit, il était je sais plus 22h, un truc comme ça, 23h. À La Réunion, c'est en pleine nuit depuis longtemps, parce qu'il fait nuit à 17h55 à cette période au mois de mai, encore plus tôt que d'habitude, on est dans l'hémisphère sud. Il grondait depuis une bonne heure et demie, l'orage qui arrivait, je me suis dit, la base vie est dans 20 km, après une très longue descente de presque 2000 mètres de dénivelé négatif, je me suis dit, en fait, je ne vais pas dormir à la base vie de halte là, je vais plutôt dormir là au Maïdo parce que je voyais trouble du fait de deuxième nuit et du fait aussi de rien avoir dans le ventre et d'avoir puisé depuis longtemps dans les réserves. Autant dormir tout de suite. Donc là, je devais dormir 15-20 minutes maximum.
L'orage est tombé, mais comme pas possible. Vraiment, C'est peanuts, c'était. hein. Ah ouais, non, mais là, c'était vraiment. C'est peanuts, 15-20 minutes, c'est rien. C'était quelque chose. Donc, quand ça a sonné au bout de 20 minutes, j'ai dit, bah, on remet 20 minutes. Ouais. Et bah, Et quand j'ai ça a pas été sonné au bout de 20 mécontent. minutes, Au total, j'ai quand même dormi 30 minutes au Piton des Neiges et 40 minutes, ça a été mes deux seuls. sur un coin de siestes. table où il y avait des... Non, là, il y avait des petits lits. Ok. Comme j'étais quand même placé pas trop mal dans les 30, 40 à peu Ouais. près, 40e, ça je le savais pas, hein, parce que j'ai Mhm. pas du tout regardé une seule fois mon classement. Ça m'a permis d'avoir de la place un petit peu Ouais. plus facilement pour pouvoir se poser. Je suis resté quasiment 1 heure. Donc en fait, au lieu de passer 1 heure à la base vie, je l'ai plutôt passé au Piton D'accord. des Orangers, donc au sommet du Mail d'Eau. Et bah, je suis reparti au bout d'1 heure, j'ai dit non, il faut que j'y aille, même si il tombe encore des trompes d'eau, il faut pas rester trop longtemps non plus, parce qu'après on repart pas, et puis les muscles, il faut les remettre en route. On a passé à 160 km là. quand même, hein. Kilomètre 160, un ultra d'avalée. Oui. Un 100 100 miles. miles. Et là, 2000 mètres de dénivelé négatif Ouais. qui t'attendent pour Très longue arriver descente, à la Altela. descente dans la forêt de Sans Souci. Avec Garance, les fougères ont énormément poussé après le cyclone. Donc on a eu toute la première partie où en fait on voyait pas où on mettait les pieds. Les fougères avaient recouvert complètement le petit sentier. Donc on essayait de poser les pieds, il y avait de la boue, ça glissait, il pleuvait énormément et en plus on voyait pas où on mettait les pieds. C'est là où j'ai failli mettre ma deuxième intensité, mais je l'ai pas fait vu que j'allais pas non plus très vite. Et j'étais à 10-11 minutes au kilo. C'est lent, mais en fait c'était pas si lent que ça et je rattrapais du monde. Donc j'ai dit reste sur cette allure là, ton corps l'accepte, ton estomac va un peu mieux, donc essaye pas d'aller trop vite, continue. C'était une allure, moi que j'ai un peu utilisée sur mon ultra au GRP, où tu alternes une sorte de marche un peu sportive courue. C'est ça, ouais, bizarre, un peu entre les deux, mais ouais, oui, c'est un peu ça, un peu entre les deux. Tiens, je vois Anto qui demande Ouais. pour le sel, les pastilles de sel. Alors moi, je suis en train de terminer la boîte que j'avais depuis quelques temps, qui était des Oversteam. Mais après, il y a celles de chez Decat qui font très bien le job aussi. J'essaye d'avoir l'équivalent de une pastille de sel toutes les 6 heures. Il faut essayer de pas dépasser 4 pastilles par jour. Je sais qu'il y en a des fois qui en prennent 3 d'un coup. Ouais. Attention à la tachycardie, etc. C'est à éviter. Si tu en prends une toutes les 6 heures, c'est pas plus mal. Mais moi, j'en prends peut-être qu'une par jour ou deux. Surtout, en fait, quand il fait chaud ou quand tu commences à sentir que t'accroches plus t'as plus assez de sels Ouais. minéraux, là il faut en remettre. Donc j'essaye de pas trop abuser de ça non plus. C'est tout à fait autorisé, hein, c'est normal. On a des pertes de sels minéraux, il faut pouvoir les compenser. C'est la boisson isotonique ou éventuellement des pastilles. Quand t'arrives plus à boire et à t'alimenter, les pastilles, t'arrives au moins à prendre une gorgée. Et là, ça te fait un shot de sel qui te permet derrière de pouvoir reprendre un petit peu de sucre pour pouvoir te mettre un peu d'énergie, quoi. Kilomètre 177, tu arrives à Altela, Altela, troisième ouais. base de vie. Troisième base de vie, je prends 20 minutes à peu près. J'ai Laura, une copine à La Réunion, qui était un peu drivée par ma femme, par Valérie, qui était restée à la maison en Charente-Maritime, qui a dormi à peu près autant que moi, hein. Elle m'a suivi de loin. Elle a fait un peu l'assistance à distance. C'est ça. Et donc elle lui a dit à quel moment j'arrivais, etc. Donc elle est venue me voir, elle est venue me donner un petit smoothie qui est plutôt bien passé et un petit paquet de dragibus parce que j'avais plus de Starmint pour continuer à diffuser du sucre. Donc là j'ai mis les dragibus, un petit peu plus acide, mais ça passait quand même. Donc j'ai continué derrière avec des dragibus. Je suis pas resté trop longtemps. Je l'ai remercié de sa venue, etc. Et puis là, boum, feu, direction Dodane. Direction Dodane. Voilà. Donc là, c'est le même trajet que la Diagonale des Fous. C'est le sentier de bord. En fait, on remonte le long de Mafat pour rejoindre Dodane. Normalement, on est à peu près à la moitié de la montée sur la Diagonale des Fous, où là on bifurque direction Sentier Cala, etc. Là, on continue à monter jusqu'à Rochevert-Bouteille. Donc c'est le 6e et dernier monument. Une belle grosse montée où là j'ai eu l'intégralité du peloton quasiment du trail des Pétrels qui lui est parti une heure avant 45 km. 44 km où là ils étaient tous au taquet, ça courait, etc. Et j'ai peut-être eu 350-400 personnes qui me félicitaient, à me donner des tapes dans le dos.
C'était ultra gentil, ça m'a fait hyper plaisir, mais au bout de 200 personnes qui te tapent dans le dos, tu commences à... Voilà, t'es encore dans ta T'as envie course. de rester Et dans puis ta surtout bulle, que c'était un petit sentier, ça glissait énormément dans cette montée, donc il fallait se pousser. Je laissais passer des paquets de 20-30, donc là j'avais l'impression de sortir un peu de ma course. J'ai essayé d'accrocher à partir du deuxième tiers de ce peloton-là, le deuxième tiers qui allait un peu plus vite que moi, mais je me suis dit, fais-toi violence, essaye de relancer. Et là, j'arrivais à me reprendre des petites gorgées d'Orangina que je m'étais acheté dans une petite boutique à Dodane. Avec un petit billet de 20 balles qui t'a sauvé la vie, c'est ça? Non, même pas. J'ai mon appli, d'accord, mon sur le appli pour téléphone. payer. Ouais, j'ai réussi à trouver une boutique qui prenait ça et qui m'a dit, ouais, pas de souci pour payer. Donc, hop, j'ai pu acheter une. On n'a plus de batterie sur la GoPro. Il n'y aura, pas la fin. Il n'y aura pas la fin. Bon, c'est pas grave. Et là, j'ai l'Orangina, lui, passait bien. Le Coca passait pas, l'Orangina passait bien. Donc, j'ai pu continuer comme ça. Donc, je me suis pris un petit coup d'Orangina. Et allez, vas-y, suis ceux du trail des pétrels. Et on va commencer à rentrer gentiment dans le money time, comme on dit. Et tu sais que j'affectionne énormément cette partie-là. Là, je pense qu'il n'y a plus que la tête qui on arrive sur le parcours ici. Donc on a déroulé l'intégralité du profil et on arrive ici au niveau du kilomètre 190. Ouais, c'est ça. Kilomètre 190, c'est la dernière grosse difficulté. À partir de là, même s'il reste encore un petit marathon, on se dit quand même que ça commence à sentir bon. Ça commence à sentir bon, mais je peux te dire que le début de la descente après Roche-Vers-Bouteille, ça glissait, mais il y a plusieurs personnes, il y a deux filles, notamment le méga trail de l'Ouest, celle qui a fini deuxième et celle qui a fini troisième, c'est là qu'elles se sont cassées le bras. Ah d'accord. Elles sont tombées. Sur le podium, tu vois la première, et tu vois la deuxième qui s'est cassé le bras droit, et la troisième qui s'est cassé le bras gauche. Donc t'as deux. Non. Oui. Et c'était hyper dangereux. Et c'est même là où j'ai dit à ma femme, écoute, le sub 60. Elles ont fini la course? Elles ont fini la course. Avec le bras cassé. Elles s'en sont rendues compte qu'après. Mais là, il y a l'adrénaline, les classements, le méga trail de l'Ouest était un peu moins long, mais alors après, c'était pas cassé, c'était pas fracture ouverte ou cassé net à l'équerre. Des traits de fracture, mais elles ont senti qu'il y avait quelque chose, ça leur faisait mal. Au ravito, ils leur ont donné un Doliprane, ce genre de choses. Et puis, c'est après, surtout, quand tout ça a refroidi et qu'elles ont été passées une radio, qu'elles ont vu que c'était cassé tout simplement. Donc début de la descente hyper dangereuse, hyper boueuse. J'ai envoyé un petit message à ma femme en me disant, à mon avis, le sub 60 heures, ce que j'avais à peu près espéré on voyait que ça commençait ça allait être chaud. Ouais, mais moi je suivais ton aventure, bien entendu, avec ma petite femme. Et tu y as cru? Ouais, j'ai dit ça va le faire. À un moment, je me suis dit ça va pas le faire. Et après, j'ai dit là maintenant, tu t'arrêtes, tu gamberges pas et tout. Déjà, ça te ressemble pas, c'est pas toi. Là maintenant, t'as un groupe, tu le suis. J'ai commencé à accélérer. Sincèrement, j'avais envie de pleurer. J'ai dit mais qu'est-ce que tu fais? Mon corps voulait pas. J'ai dit stop, t'arrêtes, tu t'écoutes pas. Tu m'écoutes, moi le petit diable, et non pas le petit saint. T'écoutes le petit diable et tu te fais mal pendant 5 minutes et tu vas voir, tu vas t'habituer et tu vas réussir. Et en fait, j'ai réussi à les suivre, à même reprendre du plaisir. Et derrière, on a atteint un sentier un peu plus forestier, entre guillemets. Et là, par contre, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai réussi à tenir pendant 13 km dans la descente du 7-15 au kilo pendant 13 km. Et j'ai dit là, maintenant, je ne marcherai pas une seule fois. Et jusqu'au prochain ravitaillement, l'avant-avant-dernier, le domaine Fleurier, où là je me suis mis à redoubler bon nombre de personnes, donc de trailers du trail des pétrels qui comprenaient pas trop ce qui se passait, parce qu'ils m'avaient félicité, ils m'avaient dit c'est génial, etc. De manière super gentille, mais sans penser me revoir derrière. Et en fait là je me suis mis à redoubler. J'ai rattrapé aussi un ou deux ultra-terrestres. Les écarts étaient tellement faits que les ultra-terrestres, on se voyait pas pendant 8 heures d'affilée, 9 heures d'affilée, mais ça on s'y attendait avec 300 personnes au départ. On arrive au kilomètre 205.
205, je vous ai au fait domaine je Fleurier. vous ai fait une vidéo au Ouais. 200e kilomètre, une Ouais, petite boutade, exact. c'est le moment où j'étais au mieux, en disant une petite sortie longue, tout Petite va sortie bien, c'est longue la aujourd'hui, routine. 200 km à la montre sur la Sunto. J'avais le sourire, mais le sourire, je l'ai jamais perdu de la course. Ça, c'est vraiment, et puis c'est sincère, non, super content. Et derrière, D'y être. donc on est là hein, sur le parcours et il reste Faut que tu montes un petit peu. Tac, ouais. voilà. On est ici Voilà, domaine Fleurier. et il faut prendre la dernière petite bosse pour redescendre. Ouais, Alors une bosse de, si je dis pas de bêtises, oh, la dernière, le Colorado, elle est pas si longue que ça, on reprend 400 mètres. Donc, et surtout c'est une bosse que tu connais. Ouais, c'est une bosse que je connais, elle était pas aussi grasse qu'à la Diagonale des Fous 6 mois avant. Et puis là, en plus, de toute façon, enfin, tu te sens, enfin, en tout cas pour ma part, tu te sens indestructible, tu finis la formalité en fait. Donc, tu rejoins le plus vite possible au Colorado. T'arrives au Colorado, t'es dans un état de transe un peu, c'est un peu bizarre à expliquer, où là, tu commences à entendre le speaker en bas, à la Redoute. Alors, en bas, c'est quand même 700 mètres de dénivelé en dessous, faut quand même le faire. Mais tu sais qu'il va te rester 1 heure et quart. De toute façon, quoi qu'il se passe, faut que à tu mon descendes. allure, Ouais. 1 heure et quart. Et donc là, hop, tu remplis juste les flasques, parce que pareil, hein, là, il faisait quand même assez chaud à ce moment-là, pour s'asperger. Ce que je voulais, c'est pas être en surchauffe. Ajouter une surchauffe à un corps qui est déjà pas mal meurtri, et puis qui est relativement faible en termes d'alimentation, etc., hein, qui est quand même vachement éprouvé. Je voulais surtout pas la surchauffe. Et puis, le petit truc, c'est qu'il y avait la 3e de l'ultra-terrestre qui, alors il me semblait bien qu'elle jouait le podium, parce que toujours pareil, je savais pas combien j'étais. Ouais. Même si à halte là, ma femme m'avait dit, tu sais que là, tu es en train d'arriver pas loin des 30 au niveau du classement. Ça reste quand même des petits challenges. Là, j'avais pu bien tartiner en termes de vitesse, donc là, je savais que le sub 60 heures, il y était. Je me suis dit, je vais même réussir à mettre un petit 57 heures, quoi, si je continue bien dans la dernière descente. On n'a pas pris la descente classique de la Diag, la descente du Colorado, qui est hyper engagée. On a pris une autre descente qui est un peu plus longue, mais qui fait le même dénivelé négatif, forcément, qui s'appelle la Vigie, qui descend plutôt pas mal, où là j'ai dit, là t'accélères un bon coup, et soit tu descends avec la 3e féminine, qui avait fait une très belle descente comme moi, les 13 km là, elle a dû faire à peu près la même allure, mais tu t'amuses avec elle, soit tu finis avec elle, soit tu finis un peu devant, à voir, et puis je suis reparti tellement fort que en fait, elle a fini 20 minutes derrière, donc j'ai fait une dernière belle descente, content, les 70 derniers kilomètres plutôt bien. Ça a été une sacrée aventure. La luminosité commence à baisser. Pour 60 heures, ça aurait été le cas, mais finalement, comme j'en ai mis 50 heures, 57, pardon, 57h08, en fait, j'ai fini à 15h, 15h08, okay. Donc en pleine après-midi avancée pour la réunion, mais non, il faisait grand beau, grand jour, il y avait du monde sur la piste d'athlée à la fin. Le stade de la Redoute, c'est un stade d'athlétisme qui est en terre battue. Tu descends, tu arrives, il y a le fameux stade de la Redoute, exactement. Là où la Diag arrive aussi. Donc normalement, on fait un quart de tour. Là, histoire d'être un peu différent, ils nous font rentrer par le même endroit, mais on fait 3 quarts de tour dans l'autre sens. Donc là, comme j'étais bien content, etc., j'ai mimé un peu un lap comme si je démarrais un fractionné. Donc ça a fait marrer les gens et tout. Et j'ai fait mes 2 tiers de tour en me disant, là, il te reste 300 mètres, là, il te reste 200. Alors, les 200 mètres, on les fait, les 200 mètres à VMA. Ouais. Profite. Et puis, 100 mètres de l'arrivée, j'ai eu un petit relent pas de sanglot, mais de satisfaction en me disant putain, ça y est, tu l'as fait. Je n'ai jamais douté sur le fait de ne pas le finir, c'est pas le cas, mais il y a eu, c'était particulier, j'ai pas été blessé, mais il y a eu cette alimentation qui a été hyper compliquée avec cet estomac là, c'était particulièrement compliqué. Content de la gestion et content de le finir, et puis c'est normal, 57 heures sur les sentiers, et bien sûr tu te dis c'est déjà fini pour un ultra trailer passionné, parce que pour beaucoup tu te dirais putain 57 heures mais plus jamais de la vie, tu te dis presque c'est dommage, c'est déjà fini, mais non, sur l'instant t'apprécies quand même, t'es content que ce soit terminé, mais c'était super, c'est une sacrée course.
je pense qu'ils peuvent se faire une belle petite place dans le monde de l'ultra trail. Mais avec un grand U. Ouais, avec Parce un grand que U. là, on parle de l'ultra, Faut bien des réfléchir 100 avant, miles, faut bien réfléchir avant de s'y inscrire. là, attention, c'est quand même encore autre chose où on est vraiment sur des distances ultra, quoi. Je regardais ce que disait Seb, faut garder une certaine forme de lucidité. Alors je t'avoue que à Marla, alors c'est peut-être une particularité que j'ai, je sais pas comment l'expliquer, je me lance pas de fleurs ni quoi que ce soit, je m'en fous. Les gens me connaissent, en tout cas la Team Trail, enfin voilà, il n'y a pas d'ego, enfin j'en ai pas du tout, à ce niveau-là, j'ai pas besoin de reconnaissance, comme on dit. À Marla, j'ai une bénévole qui m'a demandé est-ce que tu préfères des pâtes ou du riz. J'ai dit aucun des deux, il n'y a rien qui rentre. Elle me dit ah mince, ça fait longtemps que tu manges pas. Là on en était à plus de 35 heures. Je dis oui bien sûr, ça fait longtemps que je mange plus depuis hier soir. Et là il était 16 heures. Elle me dit pardon. Elle me dit ça fait plus de 20 heures que tu manges pas, c'est pas possible, enfin comment t'es encore debout. Donc assistance, etc. Donc elle a demandé au secours de venir, qui du coup m'ont questionné, m'ont pris la tension, etc. Et j'ai eu un petit peu peur que, principe de précaution, qu'ils me mettent hors course ou quoi que ce soit, mais je leur ai dit non, attendez, moi je suis conscient, je sais ce que je fais, je sais où je vais, je sais que là j'ai plein de carences parce que je bois pas, je mange pas, mais vous inquiétez pas, je gère le truc, je me connais, je suis pas aussi mal que l'année dernière quand j'étais vraiment blessé et que mon mollet faisait que je pouvais même plus poser le pied par terre. Là c'était pas le cas, c'est que j'avançais doucement, mais j'avançais. Donc le staff médical a tout à fait compris qu'il n'y avait pas de souci là-dessus. Ils ont juste demandé qu'à la nouvelle, au ravito d'après, qui me revérifie mes constantes. Et je t'avoue qu'en arrivant là-bas, j'ai discuté avec le mec, il a vu comment je gérais le truc, il me dit oh, tes constantes, on s'en fout. Il dit il y a d'autres mecs qui sont passés avant toi, ils ont une autre tête. qui était bien plus déglingué. Donc tu peux continuer à faire ce que tu fais, c'est top. Et puis il me dit tu vas aller au bout toi, c'est pas un souci, il y aura certainement d'autres abandons entre deux, continue comme ça et puis allez mec, super. Donc lucidité, oui, j'étais en pleine conscience tout au long de la course. Comment te dire pourquoi? Je pense que j'ai une bonne connaissance de moi, de mon physique, de mon ressenti, qui fait que oui, j'ai su à tel moment, là il faut que tu dormes. Je suis un mec qui dort jamais sur les ultras. Là on avait quand même 50 km de plus, il y avait plus de 15 heures de plus que ma plus longue course. Donc c'est pas une tare que de dormir. Je pense que mes 40 minutes que j'ai fait au Maïdo, je les ai largement rattrapées. Moi je dors de manière régulière sur mes 100 miles parce qu'on n'a pas tous la même physiologie. Et, si tu dors 30 minutes pour en rattraper 2 heures derrière, autant le faire. Et tu as besoin d'être lucide aussi, donc à un moment quand les lumières s'éteignent... non, j'ai pas soif, on va aller se boire un coup, c'est ça. C'est la maman qui parle, elle prend soin de sa progéniture, c'est gentil. Et puis Anto qui nous dit, les 5 kilos, Jérém il est arrivé avec 5 kilos de moins à la fin de sa course. C'est en très très grosse partie expliqué là-dessus, oui c'est clairement 5 kilos d'eau, j'ai peut-être brûlé quelques graisses, oui c'est sûr. J'en ai brûlé, c'est certain, mais c'est beaucoup c'est la déshydratation. C'est beaucoup de... Et encore, j'ai pas forcément été vraiment déshydraté, c'est plus le fait de plus avoir d'énergie que vraiment j'aurais vraiment été déshydraté, j'aurais pas réussi à avancer autant et toujours à ces allures parce que j'avançais pas bien vite mais j'arrivais quand même à maintenir du 450, 500, 550 mètres heure et quand tu y repenses tu te dis c'est pas si mal que ça en fait. La partie Piton des Neiges qui a été la plus lente, ils ont fait un challenge, alors ça j'ai pas trop compris pourquoi, de la montée du Piton des Neiges de Helbourg au sommet du Piton des Neiges sur un 224 km, ça tenait à cœur au président. Pourquoi pas? Mais si tu commences à te dire, allez, je vais tartiner à cet endroit, tu t'es entre le 90e et entre le 100e et 110e kilomètre. Si tu fais vraiment une montée rapide, tu peux annihiler ta course. Je pense qu'il y a personne qui l'a joué. Il y a eu un classement parce que les mecs... Et moi, là, c'est vraiment là où j'étais le plus lent. J'ai fait 122e avec les pauses, le fait que j'ai dormi, tout ça prend... Le chrono s'arrête pas. Donc d'en bas à en haut, où j'ai eu tous mes vomitos et compagnie, j'ai mis 7h10
pour faire ces 11 km et 2000 et quelques mètres de dénivelé, donc lent. J'ai fait au classement 122e sur 140 et quelques, donc on peut dire un peu pourri le truc. Et bah pourtant, sur cette partie-là, entre la montée puis la redescente à Silos, j'ai réussi à regagner 1 heure sur la barrière horaire. Donc finalement, c'était pas si nul que ça, et on voyait bien que les barrières horaires commençaient à se détendre après Helbourg. Ils avaient mis des barrières horaires très serrées au départ, mais au final, je pense que... Sélectif. Voilà, c'est difficile aussi pour un organisateur de savoir comment placer tout ça, même si il y a des constantes. Mais peut-être que l'année prochaine, ils reverront un petit peu tout ça. C'est ça, exactement. Félicitations mon Jérém, merci, c'est gentil. On a fait un beau débrief, je pense que ça donnera envie à beaucoup de monde. Beau débrief peut-être un peu trop long, je sais pas. Mais en tout cas ça a passionné certaines personnes. Moi quand tu me poses des questions et que tu me parles de quelque chose qui me passionne, c'est vrai que je peux être et je te souhaite une bonne récupération. Ouais, c'est gentil. On va se revoir bientôt à l'entraînement bien entendu. Ouais, sur d'autres events et puis on aura le prochain objectif pour toi, Jérém, ce sera le challenge Montcalm. Alors là, pour tout dire, il me reste 3 courses cette année, un 50 km au Val d'Aran pour aller prendre des running stones, pour doubler mon nombre de running stones actuels pour pouvoir prétendre à un futur UTMB. Donc ça sera entre guillemets une petite course par rapport à ce que je fais, c'est un 50 km donc au Val d'Aran. Et après, oui, un autre gros morceau mi-août, le défi du Montcalm, avec un KV le jeudi, la Pique Ariège qui est un gros morceau, un 70 bornes avec 7000 mètres de dénivelé et de la caillasse avec plusieurs 3000 mètres, des ascensions, on va chercher des sommets en fait, des pics. Le vendredi, il faut que je réussisse à finir, donc j'espère avec toi, en moins de 24 heures pour pouvoir repartir le vendredi sur le marathon du Montcalm, qui lui est le marathon historique, on va en être au 35e, la 35e édition je crois, le samedi, et à la fin du marathon, le dimanche matin, le petit dernier, le trail des novices, qui lui sera de 23 km et 1200 mètres de dénivelé, donc j'espère finir ce challenge. Il y a 2 ans, ils avaient été 4 à le terminer, donc j'espère faire partie des heureux élus. Je touche du bois jusqu'à maintenant, toutes les grosses courses que j'ai fait avec des gros taux d'abandon, etc. J'ai réussi à toujours faire partie des finishers, donc pourvu que ça dure. Il n'y a pas de raison que ça se passe autrement. Ouais. Il y a ma maman qui te félicite, Jérém. Et puis Christelle aussi, bien entendu, Anto et Seb. Ouais, voilà, merci à tous. Je sais pas s'il y a eu d'autres messages. Je crois qu'on les a tous, on les a tous passés. On les a tous passés et on les a pas encore tous perdus, mais ça va pas tarder. On vous souhaite un bon week-end à tous. Prenez soin de vous, faites du sport et puis à bientôt sur. S'il y a des questions en parallèle, pas hésiter à sous la vidéo ou dans mon profil ou celui d'Yannick. N'hésitez pas à poser des questions. Moi, quand c'est pour parler de ce genre de choses, j'adore partager. Donc il n'y a aucun souci pour que je donne mes petits tips ou autres, même si elles sont pas, c'est pas à 100%. Je n'ai rien d'élite ou quoi que ce soit, pas un professionnel, mais si on peut faire partager l'expérience et l'enthousiasme, c'est avec grand plaisir. À bientôt sur les sentiers ou derrière un micro. Jérém, bonne continuation. Merci Yannick, on se voit bientôt au training. Et puis bon dimanche, bon samedi à tous et bon week-end. Ciao. Ciao.